Oui, mais les Insta, gens, c'est mais- moi. Il n'y a mais- personne mais- qui a le droit de toucher à mon Insta. Interdit. Ça, c'est- Même si un jour j'ai 14 millions d'abonnés, il n'y a personne qui ira sur mon Insta. C'est ma vie, c'est mes bébés, c'est les gens, je les aime. Homo sapiens, il n'était pas juste chasseur de bisons. Il était peut-être aussi un amant super avec sa femme. Ça s'appelle un réseau social. Et on l'est de moins en moins, tu vois. C'est horrible. Cette phase-là, surtout pour les femmes, c'est la phase où tu reçois des zizi tout le temps, en permanence, des personnes qui tentent. Taya ou ton chéri? Ouh, chérie, désolée, Taya. J'aime pas présenter mes invités, donc je vais te laisser le faire. Et après, on passera à un petit jeu pour essayer de, tu vois, driver un peu les différentes étapes de ce podcast, si ça te va bien. Avec plaisir. Tu veux que je fasse ma petite presse? Vas-y. Hello de ouf. les hookers, je suis Alice Cat Designer, je suis blonde, un peu barjo, mais un petit peu intello aussi, et je vous reçois sur le fauteuil de ce monsieur dans son studio. Et ouais, effectivement, petit décor de Nextel Studio, franchement ça va, pas dégueu quand même. Non, magnifique, je suis admirative et conquise. Voilà. On a bossé en vrai. Écoute, tu vois, comme on parle de hook, t'as bien compris qu'il y avait du crochet. Ah, j'adore, Donc forcément, pour lancer le... C'est toi qui vas gérer en fait l'émission. trop bien. C'est-à-dire que tu vois, il y a 3 petits canards en bas. Et donc, Excellent. en face en dessous de ces canards, il y a un numéro. Ça correspond, je t'ai dit, il y avait 3 blocs dans cette interview. Un Mais bloc un peu j'adore. perso, un bloc qui parlait vraiment de monétisation de contenu et un bloc d'organisation. Ok. C'est toi qui vas nous dire par quoi on commence. Ouh. Alors, déjà, est-ce que je vais y arriver? Parce que Ah, ça, c'est le... T'inquiète, on a un Kevin qui est derrière les caméras, dédicace et très très bon montage. Et tu sais, on mettra... Ouais, on mettra... Hey, quelques secondes. Même finalement. pas besoin de mettre tu sais, a few moments later, tu sais, avec le coupage. Et ouais. Et en plus, ça fait très plaisir à Taya. Alors, Taya, tu vas nous dire le numéro? Alors, quel numéro est derrière? Le 1. Oh bah écoute, on Et commence par le perso. fais les du coup. choses correctement. Non, non, dans l'ordre, c'est propre, c'est propre. Je peux le garder? Tu peux le garder, tu peux le garder forever, avec plaisir. Je te rends ton hook et je garde mon canard. Écoute, petite Salut dédicace, mesdames. petite dédicace à ma sœur qui avait fait une blague à mes parents et que j'avais trouvé exceptionnelle. Elle avait caché, elle leur avait dit qu'elle avait caché 100 petits canards dans toute la maison. Mais non. Et elle leur avait mis en challenge qui c'est qu'en trouvera le plus. Et en fait, elle en avait caché que 99. Donc je Oh te dis non. pas, ça avait duré un petit peu quoi. Mais bon, grosse L'enfer. dédicace. J'adore l'idée. Eh ben écoute, si on part sur le perso, écoute, tu es là parce que tu as fait beaucoup de choses autour de l'image, beaucoup de choses autour des réseaux sociaux, beaucoup de choses autour de la communauté. Et moi, j'aime bien commencer par un petit jeu. Je te vais te donner 2 propositions et tu choisis laquelle c'est. Comme ça, c'est très dynamique. Ça nous permet de rentrer Parfait. directement dedans. Insta ou TikTok? Insta. Célébrité ou richesse? Richesse. Enregistré pour plus tard ou partage? Partage. Formation ou chronique TV? Formation. Nîmes ou Montpellier? Ah, je vais me faire frapper. Mais en fait, je viens juste d'arriver à Nîmes, donc je connais pas. Donc Montpellier. Ok. Taya ou ton chéri? Ouh, chérie, désolée Taya. Non. Mais il aurait dit la même chose. J'ai aucun doute là-dessus. Je savais que celle-là, elle a été un peu tricky, mais bon, comme ça, je me suis dit, tu vois. Non, il aurait dit la même chose que moi. Il aurait dit Taya. Propre. Insta, c'est plutôt pro ou perso? C'est les deux. Moi, je mélange les deux, donc je vois pas l'intérêt de les diviser. Ok. Est-ce que du coup, on a fait ce petit jeu avec Harmonie, est-ce que toi, tu serais chaude aussi de nous montrer tu sais, ton feed de recherche sur Insta? Ah ouais, carrément. Je sais pas, je le regarde jamais. Tu vas Ah, tomber mais- que sur des animaux, je pense. Mais non c'est ça qui est intéressant, justement. Alors attends, je te laisse te regarder. Toc, je vais montrer directement à la caméra. Alors là, on a pas mal de petites choses. On a make-up, Vas-y, je te Animaux. laisse le décrire. on a des chihuahuas. Chien, make-up, bon plan, chien, animaux. Ah, on a un peu de créativité quand même. J'adore, Ah. tu sais, les petites vidéos comme ça, là, hyper satisfaisantes, là. Énorme. Parce que moi, dans mon feed de recherche, il y a beaucoup pour me détendre. Ok. Et de temps en temps, je fais des nettoyages, ce que j'apprends à mes élèves, des nettoyages de feed. Ok. Quand tu veux te repositionner dans ta niche, tu vas suivre des gens de ta niche, des concurrents, des partenaires, des collaborateurs, et tu n'interagis que avec ces comptes. Ce qui fait que d'un coup, ça va switcher, ça peut être très rapide, hein. Ça Ouais, prend moins de 24 heures. Assez rapide, hein, le Ouais, feed Insta, L'algo, comme- il est... Mais bon, après, tu vois, là, on voit que hier soir, j'ai traîné à regarder des vidéos de chiens. Voilà. Mais à culpa, c'est vraiment mon vice. J'aime trop les chiens. Trop bien. Vas-y, t'inquiète, c'est bon. C'était juste pour voir ça, tu vois, parce que ce qui m'intéresse justement, tu vois, il y a des personnes qui créent du contenu, mais qui le prennent vraiment comme un outil
Et donc, Ouais. ils vont pas du tout scroller, pas du tout passer de temps sur Insta. Toi, du coup, tu consommes aussi du contenu sur Ah oui, Instagram. oui, moi je dois être à 16 heures d'écran Pas mal. minimum par jour, donc je Ah ouais. consomme, ouais. Ouais, Ok. ouais. C'est- T'enlèves le sommeil, il reste plus grand chose en fait au final. Mais je dors pas beaucoup, Ok. c'est bien connu. C'est vrai, tu dors quoi? Tu dors quoi à peu près? 4-5 heures à peu près. Ah ouais, Mais c'est voilà, c'est ça comme te ça. suffit. Ouais. Et après, je fais des récup. Des nuits de récup de 10-12 heures. J'en fais une comme ça dans le mois. Ok. Et de la batterie rechargée. Et pas de petite sieste au cours de la journée, rien du tout quoi. Non. Bah, ça dépend. Enfin, si vraiment je suis exténuée, oui, oui, mais j'ai du mal à m'endormir. Euh, du coup, est-ce que tu fais aussi beaucoup de veille? Parce que tu vois, tu as Ouais. dit que tu as des concurrents. Donc, est-ce que Instagram, c'est aussi un outil pour toi pour aller en fait, regarder ce qui se passe, les nouvelles tendances? Qu'est-ce que tu en fais concrètement? Bah, alors, c'est surtout, alors, pas tant de la veille concurrentielle, c'est de la veille créative. C'est-à-dire que j'ai besoin de regarder où en sont les tendances en ce moment, les tendances de musique, les tendances de trends, même les tendances sociales. C'est-à-dire que, bon, on va prendre l'exemple des JO. Tu vois, tu as eu vastement des contenus autour des JO. Alors, les débats, les anti, les pour, les supporters, les étrangers, tout ça. Et moi, ce que j'aime regarder, c'est comment le mass market appréhende en fait ce sujet. Pour comprendre l'état d'esprit du français, en tout cas de la francophonie, parce qu'après, je regarde un petit peu moins pour les personnes à l'étranger. Mais comment elle se positionne... Attends, j'ai Taya qui bouge le micro. Comment elle se positionne par rapport à cette trend, cette tendance, ce fait. Ça peut être un fait divers aussi. Et comment, du coup, moi, je dois m'adapter dans ma communication, parce que ça m'apprend aussi les besoins de l'humain. Trop intéressant. Et Tu comment vois tu fais ça concrètement? Ah, mais c'est hyper instinctif. Ma mère était psychosociologue et mon papa professeur à HEC. Ok. Donc, ils m'ont beaucoup transmis cette capacité à lire dans les autres. Et tu vois, par exemple, en ce moment, je ressens, si je te fais un parallèle, je ressens beaucoup de colère. Alors, il y a une colère qui a été légèrement apaisée, entre guillemets, hein, comme si on avait fait une petite piqûre d'anesthésiant, tu vois, aux Français, le temps des jeux, machin, c'est joyeux, etc. Mais je ressens une colère globale sur les réseaux, de par des mouvements qui sont affichés, assumés, par exemple le masculinisme, ou une colère latente, tu vois, dans les commentaires. C'est quelque chose qui est imperceptible, en fait, qui se ressent, tu vois. Et je ressens cette colère parce que je ressens aussi, via l'algorithme, qui nous apprend beaucoup de choses, parce que l'algorithme, il va plus ou moins booster des contenus qui sont, en fait, attractifs ou qui créent l'interaction. Et qu'est-ce qui crée l'interaction? Souvent, c'est ce qui crée de la colère. Donc, tu vois, en fait, que les commentaires, les uns après les autres, vont s'insulter les uns les autres et tout. Et tu ressens cette angoisse constante, alors liée à malheureusement, notre actualité géopolitique, liée à, malheureusement, le réchauffement climatique. Il y a un stress, tu vois. Je ressens ce stress parce que moi, je suis hyper sensible et... Ok. Et en fait, je suis une éponge. Donc, en fait, mon état, souvent, il est représentatif de l'état du monde. Hein. C'est pas du tout pour donner un élément pour dire que waouh, je suis la girouette humaine. Mais je vois bien que je suis très impactée ou touchée. En tout cas, mon mood à moi, il va avec le mood, en fait, de la France. Et donc, je trouve que les algorithmes nous en disent beaucoup. Alors, ils nous disent aussi beaucoup de merde, je suis navrée. Parce que voilà, bon, t'as des trucs un peu qui te tirent par les cheveux, mais tu ressens quand même. Et toi qui es sur les réseaux depuis très longtemps, est-ce que ça, c'est une tendance, tu dis, qui est plutôt émergente, ou alors, en fait, ça a toujours été, et c'est juste que là, tu as des sujets un petit peu... Ah bon, ça a toujours été, de toute façon, à partir du moment où on a le peuple à la parole, ce qui est plutôt positif quand même, parce qu'à l'époque, on était drivé par nos médias, avant les réseaux sociaux, parce que bon, on entend les personnes des générations de nos parents qui nous disaient, oui, non, mais c'est horrible les réseaux sociaux, etc. Mais c'était pire quand tu avais la propagande politique et que tu n'avais pas ton mot à dire. Donc, je suis d'accord, on voit des choses terribles sur les réseaux, mais on nous a redonné la parole. Mais ce que je ressens, c'est que, et un petit peu induit par des gens comme moi, parce qu'on a formé les personnes à donner leur avis sur les réseaux sociaux, mais je ressens que le fait qu'on ait tous eu la parole en permanence et que ça devienne presque nécessaire aujourd'hui dans nos métiers, on voit aussi des paroles plus extrémistes encore jaillir. Alors, elles étaient là, hein. Je pense qu'elles étaient en dormance, ou elles étaient sur le terrain, ou elles étaient... Mais là, on les voit.
Et encore plus quand vraiment ça ne va pas, soit en France, soit dans le monde, tu vois, quand le pouvoir d'achat baisse, etc. Est-ce que tu penses pas que, tu vois, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a un peu des bulles cognitives aussi qui se créent? C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes un type de contenu, bah, tu as tout le contenu qui te parle et qui te dit la même chose que ce que tu penses. Et de cette manière-là, bah, il se trouve que, tu vois, quand tu arrives en commentaire sous une vidéo, bah, en fait, tu as deux bulles cognitives qui rentrent un peu en contact. Et des fois, bah, y a des fractures et tu vois, c'est assez violent, quoi. Mais ça, c'est surtout le cas. Alors, je le vois beaucoup sur TikTok. Je sais pas si tu as remarqué, quand tu regardes un type de contenu, ce type de contenu va être largement après présenté dans ton feed. Pour contrecarrer, entre guillemets, ta remarque, regarde, tu as vu mon feed de recherche. Il y a que des chiens. Et pourtant, je te dis que je ressens ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, je cherche à aller justement voir de la mignonnerie et tout pour éloigner ces périodes où j'ai des angoisses parce que je ressens cette violence. Mais oui, les algorithmes créent ce mouvement et ça peut être très dangereux. Tu vois, tu peux tomber, par exemple, je sais pas, en ce moment, il y a un gars qui passe chez Guillaume Play qui croit que la Terre est plate, tu sais. Alors, j'ai rien contre les platistes, je trouve que leurs théories peuvent se tenir, tu vois. Mais ce mec-là a dû tomber dans une spirale d'algorithmes, tu vois. Ouais. Et là, il est en train de se gaver en termes de viralité à cause de ça. Là, il le fonce dans tous les sens. Son algorithme n'est pas plat, quant à lui. Ouais, c'est clair, c'est clair. Trop intéressant. Écoute, tu sais, moi, ce qui m'intéresse aussi quand on reçoit les personnes ici, c'est tu as aujourd'hui une large communauté sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, tu as commencé quand même. Et quand tu as commencé, tu n'avais pas une large communauté. Tu as commencé comme tout le monde, je suppose, avec 0 abonnés au tout début. Quand est-ce que tu as commencé? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel était ton objectif, ce que tu avais en tête à ce moment-là? Est-ce que ça s'est fait, tu vois, naturellement? Est-ce que tu avais déjà un objectif, que ce soit business, que ce soit notoriété, visibilité? Enfin, concrètement, remets-nous dans le contexte, tu vois. Quand est-ce que tu commences? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ok. Bon, déjà, je fais juste un petit retour dans le temps. Enfant, je tournais tout le temps des vidéos, il y a des multitudes de cassettes, de scénarios de moi. J'étais une actrice, tu vois. Je faisais des spectacles à mes parents. D'ailleurs, j'avais un spectacle que j'adorais, ça s'appelait le spectacle du magasin de vêtements, où je prenais tous les vêtements de ma mère et je cherchais à lui revendre. Incroyable. C'est extraordinaire. Tu vois, donc, entrepreneuriat dans le mode et mode, vidéo, spectacle, déjà tout fait d'ensemble. Voilà. Je reviens maintenant plus loin dans mon parcours. En fait, donc moi, je vais faire un master de com où l'objectif était que je sois graphiste. Parce que dans le côté hyper extraverti, en tout cas qu'on connaît le plus via les réseaux, moi j'ai un côté hyper introverti. Pas dans l'introversion du type j'ai besoin de recharger ma batterie sociale, c'est plutôt j'ai besoin en fait pour ma concentration de me retrouver seule, pour me focus, parce que je suis justement tellement sensible aux émotions des autres ou à la présence des autres, et même j'ai de la joie à partager du temps avec les autres, que je m'oublie en fait. Donc il y a un moment donné, je suis obligée de me mettre en arrière et rester solo, quoi, avec mon chien. Je pense qu'on peut faire une petite dédicace à Harmonie et la Meuf en Rouge quand t'es allé dans les bureaux de la Meuf en Rouge et que tu leur as bien fait le bazar pour profiter. On voit que t'as effectivement de la joie quand t'es avec du monde. Tout le temps de la joie, tout le temps. J'ai un vrai clown. Et donc, je passe mon master à Paris et là, je vais avoir la chance d'être expatriée en Afrique. Donc, je vais habiter à Casablanca pendant 5 ans. Génial. T'es sous quel format de contrat? Là, j'étais contrat CDI là-bas. Ok, juste à trouver directement. Voilà, ils m'ont fait un salaire sympa parce que du coup, voilà. Et génial parce que donc, je suis dans une très grosse agence là-bas qui s'appelle Saga Communication, qui travaille pour un peu les géants de l'industrie là-bas. Donc, je vais travailler pour des marques comme Jaguar, ou ici, on ne connaît pas, mais c'est Attijari Wafa-Bank, c'est la BNP de chez eux, quoi, entre guillemets. Je vais travailler sur des dossiers où, moi, en tant que junior, j'aurais jamais pu avoir l'opportunité de faire ça. Et je vais me rendre compte assez vite que le secteur de l'entreprise, ça ne me convient pas. Surtout que, là, ce n'est pas la faute en soi du Maroc, c'est que je tombe sur un patron... ça colle pas. Je vais pas dire plus parce que comme j'ai dit le nom de l'entreprise, voilà. Vous aurez plus d'infos sur mon parcours en général dans mon livre. Qui sort le 12 septembre, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je vais rentrer de ces années au Maroc, en France, déjà avec une petite dépression parce que moi, je m'habitue très vite au soleil. Voilà. Et il faut savoir que j'arrivais de Paris, moi. Donc, quand j'arrive à Paris, je me dis, ok, genre, ça, c'est ma vie. Périph', bouchon, grisaille et tout. C'est pas possible. Moi, je vais habiter à côté de la Corniche. Je voyais la mer depuis mon balcon. Enfin, c'était pas possible. Donc, Montpellier était un compromis.
Puisque pour moi, Montpellier, c'est un mélange entre Casa et Paris. Et puis si tu tires une ligne, tu fais la moitié, tu arrives T'as à à peu près la Montpellier, moitié, quoi. exactement. Sauf que quand je suis arrivée, donc j'arrive avec mon expérience en agence de pub et j'essaye de laisser des CV à Montpellier. Et à Montpellier, bon, aujourd'hui, il y a plus d'agences de com. Là, c'était en 2015, mais il n'y en avait pas des masses. Et dans les peu, en tout cas, que je contactais, les gens sont accrochés à leur poste, ce qui est normal. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste. Tu vois, ils n'avaient pas l'envie de créer un poste, d'autant plus que sur mon CV, il y a écrit Maroc. Donc, je subis la discrimination comme tout le monde, hein, comme toutes les personnes qui essayent de trouver un travail en France. Et là, comme de toute façon, le salariat, ça n'avait pas été une expérience ça m'a apporté dans le relationnel avec les collaborateurs et les collègues. Ça, c'est très intéressant. Mais franchement, le lien de subordination, les horaires, le pointage, il fallait pointer, tu vois, des trucs comme ça, quand tu es un peu créatif, c'est pas possible. C'est juste impossible. Donc, je me dis, OK, on va créer une micro-entreprise. En plus, à l'époque... j'avais mon père qui, à l'époque, avait déjà eu une micro-entreprise en parallèle de son salariat, qui m'avait dit « Ah, mais tu vas voir, c'est super simplifié, la compta et tout. » Alors moi, il me dit ça, compta et simplifié dans la même phrase. Je dis « Ah, yeah, c'est totalement fait pour moi. » Donc, je vais créer ma micro-entreprise et je vais découvrir les joies de ce que c'est qu'être commercial, en fait, devoir se vendre. Je suis nulle, mais nulle. Alors, j'ai plein d'autres talents, mais la vendre, c'est pas du tout mon truc. Et en fait... comme je suis hyper en pâte et tout, je vais recevoir mes premiers clients, ça va être des tout petits clients, tu vois, un petit étudiant qui veut un CV, par exemple. Et il me dit, mais je suis en galère, j'arrive même pas à manger. Tu vois, je dis, mais comment je peux lui facturer un truc ? C'est chaud, quoi. Et je lui dis, tu sais quoi ? T'inquiète, je vais te le faire, et je prends sur moi, et tant pis, moi je mange des pâtes, du coup, mais lui, il en mange pas, tu vois. Il mange, en tout cas, des pâtes bio, tu vois. Donc, avec un petit peu de fromage voilà, du sel, tu vois. quoi. Et je me rends compte que là, il va y avoir quand même clairement un problème, c'est que si à un moment donné, je me fous pas un coup de pied aux fesses pour définir que j'ai une valeur, moi-même, je vais me retrouver dans la merde. C'est-à-dire que j'avais un petit peu de restant de mes économies en tant que salarié, mais j'allais vraiment commencer à me retrouver dans la merde. Et je vais commencer à demander à mes premiers clients, OK, les gars, est-ce que vous pouvez au moins, si vous n'avez pas d'argent, me laisser des avis ? Et là, je comprends la e-réputation et la social proof. Donc, je vais commencer à te recommander. Et c'est beaucoup plus facile parce que quand on te recommande, c'est une personne. Donc lui-même, il est gêné de ne pas te payer. Enfin, donc, tu commences quand même à avoir des paiements, quoi, et à pouvoir vivre. Et j'étais contente, je gagnais, tu vois, je sais pas, 2 000 à 3 000 € par mois. Bon, en micro-entreprise, c'est assez intéressant, surtout quand tu as l'ACRE. Au début, j'avais l'ACRE. Donc, quand tu as tes cotisations à 5 ou 11%, quand tu touches 3 000 €, tu es déjà bien, quoi. Tu vois, à Montpellier, en plus, tu vis bien. Et sauf que arrive le fameux jour où tu as le plafond. Et là, tu te dis, OK, je pourrais plus être en micro, en fait. Et à ce moment-là, c'est à peu près dans cette période que je vais avoir un client qui me dit... Alice, écoute, c'est super, tu fais des flyers, tu fais des cartes de visite, tu fais du packaging, tu fais tout ce qui est physique, en fait. Tu fais de l'édition. Mais moi, je voudrais que tu gères ma page Facebook. Et je lui dis, mais genre, c'est un métier, ça ? Genre, ça se paye ? Pour moi, c'était... Enfin, les réseaux, j'avais eu des Skyblogs, des Overblogs, des Canalblogs. J'avais eu... moi-même, j'avais une page qui s'appelait Satat, où j'étais illustratrice. Ça avait été une page où j'étais montée à 100 000 abonnés. Incroyable. Quand j'habitais au Maroc, qui illustrait en fait la vie des Marocaines. Je vais essayer de te trouver des exemples. Où elles sont dans une sorte de connivence, enfin même d'incohérence, parce qu'elles doivent être en même temps modernes et en même temps traditionnelles. Et donc, ça avait super cartonné. Il y a encore 54 000 abonnés, alors que je l'ai complètement laissé tomber, cette page. Et j'avais pas compris qu'en fait, c'était déjà une communauté. Enfin, pour moi, je dessinais et les gens aimaient et ça s'arrêtait là. Tu vois, je vendais des petits calendriers de mes dessins. J'avais travaillé pour des magazines au Maroc, Femmes du Maroc. Je faisais les petites BD, tu sais, en fin de magazine. Donc, c'était cool, mais dessiner, pour moi, c'était même pas un travail. C'était, c'est mon kiff, quoi. Donc, ta première, on va dire, relation vraiment aux réseaux sociaux, c'est un de tes clients qui te dit, exactement, viens bosser, qui te propose de gérer sa page. On est en quelle année, là ? On est en fin mi-2016 à peu près. Ok. Mi-2016. Et là, je me dis, mais attends, ok, je vais accepter le devis. En plus, c'était un devis bien payé, je crois que c'est un truc bien payé, en tout cas, dans ma vision de l'époque. Tu vois, il me proposait 600 ou 700 € par mois
pour lui faire sa petite cover Facebook, 2-3 posts. Je disais, mais attends, c'est une blague. Genre, je vais aller sur Getty Images, je vais faire une photo. Enfin, bref. Pour moi, c'était lunaire par rapport à la complexité que c'était de lancer une campagne presse et des 4x3 où il fallait gérer l'impression CMJN, que les ratios des Pantones soient nickel, que le grammage du papier soit. Là, c'était OK, tu prends une photo. Tu mets un texte, le mec me paye pour ça, genre, c'est une blague, tu vois. Et le mec, super content, il voit qu'en plus j'ai de l'humour, que j'essaye de mettre une patte sympa et tout dans mes textes, alors que je connaissais pas du tout le copywriting. Mais en fait, j'en avais fait même dans mes dessins. Enfin, là, tu verras pas, tu comprendras pas parce que c'est du darija, donc de l'arabe marocain, mais tu vois, je faisais ça et ça marchait, tu vois. Je pourrais te surprendre, hein. Tu sais, ma copine est marocaine. Donc, on a des petits points communs. Regarde, ça fait plaisir, la baisse. Et voilà. Et du coup, plus facile de mettre des images que du. Et je mets donc un nom sur ce métier, community manager. Et même, je me disais, putain, il y a le mot manager, genre. Moi, manager, genre. Bon, et du coup, je commence comme ça. Et je vais donc créer un compte qui s'appelait AC Graphic Design. À l'époque, je ne sais même pas s'il existe encore. Où je vais mettre mes créations en photo, mes logos, mes cartes de visite, machin. Et en fait, je vais voir très rapidement que tout le monde s'en branle de mes logos, de mes cartes de visite. Et à côté, bon, bah, comme tout le monde, c'était la tendance. Instagram avait ouvert, je crois, en 2010. Ouais. Donc là, en 2016, tout le monde avait un compte Instagram, mais on avait tous notre petite photo, tu sais, avec le petit cadre opacité noire, là, machin, trollé avec un vieux filtre vintage. Non, j'ai jamais vu ça. Voilà, et genre, apprendre, tu sais, ses tongs sur le sable et tout, avec un cocktail, et genre en mode Instagood, machin, bon. Et je me disais, mais c'est fou parce que mon compte perso, où je poste une photo de temps en temps de moi, il monte en abonnés, et mon compte perso, mon compte pro, tout le monde, enfin, il poste par là, les gens, ils s'abonnent pas. Et là, je vais comprendre, en fait, sans le savoir, le personal branding. Je réalise pas encore l'importance. À ce moment-là, tu vois juste le décalage, mais t'as pas de « Ah, ça marche pour ça » ou si. Bah, si, je me dis, les gens sont juste des voyeurs, en fait. Mais je réalise pas, en fait, que non, les gens, ils cherchent des biais d'identification. Ils cherchent des personnes ressources. Ils cherchent... J'avais pas toutes ces notions, en fait. Pour moi, c'était ah, bah, je dois être marrante, je dois être rigolote, ou je dois être mignonne, enfin, peu importe. Et encore, à l'époque, vraiment, enfin, bref. On parlera de ça après. Je me dis pas, il y a tout un monde qui s'offre à moi. Et il y avait des prémices de l'influence. T'avais, grosso modo, t'avais Noolita. T'avais un peu le début de Caroline Receveur. Sinon, la plupart du temps, les influenceurs, c'était des youtubeurs, en fait. Ouais. Ou des facebookers, mais c'était pas des instagrammeurs. Et là, je vois une tendance se dessiner. C'est que d'un coup, on parle dans les médias, dans la presse, de collaboration. En fait, les premiers influenceurs aux yeux du monde, c'était des Instagrammeurs, finalement, réellement. Parce que les youtubeurs, ils avaient un sponsor qui sponsorisait la vidéo, donc c'était plutôt un travail. Voilà. Là, c'était vraiment des gens au quotidien qui partageaient dans leur story, je sais pas, le thé matcha, le machin. Et donc, dans ma tête, je me dis pas, ah tiens, mon rêve, c'est d'être connue et d'être influenceuse, mais je me dis, c'est ouf, parce que si moi aussi, j'avais ma communauté, peut-être que je vendrais plus mes services. Au départ, c'était l'objectif, tu vois. Donc, au départ, tu as vraiment cette logique de créer de la visibilité, en fait, même pas une audience, ou si tu es déjà sur la logique d'audience? Non, ouais, ça va être un canal d'acquisition. Pour mon design. Voilà, en tout cas pour créer des revenus, parce que j'avais un peu connu la galère, je m'étais dit, j'en ai marre, je veux plus, moi, courir après les clients, je ne sais pas vendre. Je veux que les clients me demandent. Donc, pour qu'ils me demandent, il faut qu'il y ait un principe de rareté. Bon, j'avais pas le terme rareté encore à ce moment-là. Je me disais, mais attends, Cédric Grolet, quand il fait un truc, j'ai appris qu'il payait des figurants devant la boulangerie pour que nanana. Et au fur et à mesure, ça a fait un peu son succès, tu vois. Bon, je dis Cédric Grolet, peut-être que Cédric n'a jamais fait ça, mais j'avais déjà vu des reportages sur des boulangers à New York qui utilisaient ce principe. Donc, je m'étais dit, moi, je vais faire pareil. Je vais être un boulanger devant lequel il y a la queue. Et les gens, ils vont demander, tu vois. Ça me paraissait cohérent. Et en fait, de fil en aiguille, je vais surtout commencer à apprécier le secteur de l'influence. En fait, je me rends compte que je suis comme Père Castor. J'aime raconter les histoires de ma vie, tu vois. Et je suis un petit personnage de BD. Et j'essaye de comprendre, en tout cas de réfléchir d'où me vient ce truc
Et là, je me rappelle des spectacles que je faisais à mes parents quand j'étais petite. Et je me rappelle de mon père qui est fan de la BD. Et il m'a transmis cet amour de la BD où tu as Tintin et Milou, tu as Astérix et Idéfix. Et en fait, plus tard, je suis devenue Alice et Taïa, tu vois. Énorme. J'adore les petits chiens, tu vois. J'adore le côté compagnon, personnage, tu vois. Et je suis même devenue mon propre personnage parce que Alice Cat Designer, c'est comme si je l'avais un peu créé. Alors, c'est totalement moi. Enfin, je suis la même sur mes réseaux et dans la vie, mais il y a quand même un petit branding. Mais je l'ai pas fait je me suis pas dit un soir tiens il va falloir que je sois blonde et je sois habillée en beige mon chien soit beige, ça s'est fait au fur et à mesure et je me suis rendu compte c'est comme si c'était ma carapace, tu vois, mon naturel. T'es en train de dire que t'as pas pris Taïa juste pour ton personal branding? Non, mais j'avais un chien avant elle. En fait, j'avais 2 chiens avant elle. Donc j'ai toujours aimé les chiens. Et je te raconterai d'ailleurs pourquoi j'étais un chien quand j'étais petite et je mangeais dans une gamelle. Mais ça, c'est une autre anecdote. Et donc après, arrive le moment où je me dis il faut que je me développe. Donc je dois... Bon, rapidement, moi-même, j'avais déjà pas mal d'amis, donc j'avais 300, 400 amis sur Insta, puis je vais poster un peu tous les jours, et je me rends compte qu'à l'époque, on prenait beaucoup plus rapidement des abonnés, parce qu'il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu, déjà. Rien qu'à Montpellier, quand moi j'ai décidé que je serais influente, entre guillemets, elles étaient 4, les filles. Donc c'était un peu plus facile. Et donc je vais poster tous les jours, et je vais voir qu'à chaque fois, tiens, ce post, c'est marrant, il me ramène plus d'interactions, mais celui-là, il me ramène plus de vues, et celui-là, il me ramène... Je vais faire une analyse comme ça de comment ça fonctionne et tout. Et je me rends bien compte que plus c'est sincère et plus c'est perso et plus ça convertit et plus les gens viennent me parler. Et comme j'adore les gens, je discute et on ouvre des conversations en DM, etc. Mais je me dis, ok, ça va pas assez vite pour moi parce que si vraiment je veux être crédible dans mon secteur d'activité, surtout je suis dans la com, tu vois, tu peux pas... Enfin, surtout que je voulais, en fait, à la base, me lancer dans le community management. Donc, pour moi, un community manager, pour être sérieux, il fallait qu'il ait au moins 5000 abonnés, tu vois. Enfin, je sais pas, je me mettais des chiffres comme ça dans la tête. Ça n'avait aucun sens, mais voilà. Et là, je vais observer les créateurs qui sont en train, comme moi, en fait, de commencer à voir qu'il y a une tendance. Et je me rends compte que tout le monde est seul dans son coin. Et je me dis, ok, il y a un truc que j'ai que eux n'ont pas, c'est que moi j'ai le culot d'aller voir les gens et leur dire les gars, il faut qu'on se syndique. Et je vais créer au tout début, d'ailleurs ça doit encore exister, un groupe qui s'appelle le collectif des influenceurs montpelliérains. Énorme. Et là je vais comprendre le système, l'union fait la force, tu vois. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. T'as créé les pods avant qu'ils existent. Voilà. Incroyable. Et donc, on va se voir en vrai. Je commence à négocier des collabs. Je me souviens, la toute première collab de groupe, c'était au Larezzo, Lazzaro, je sais plus comment ça s'appelait. C'était une paillote qui n'existe plus maintenant. Et donc, super, eux, ils étaient contents. Ils avaient plein de petits nano-influenceurs au même moment. Donc, ils nous faisaient un petit brunch et tout ça. Et je vais leur expliquer, les gars, en gros, là, on est tous ensemble dans notre coin, essayer de créer des communautés. Si on commence à partager notre visibilité ensemble, déjà, on se fait connaître par nos communautés respectives. On peut peut-être faire des synergies, j'aime pas ce mot, mais voilà. On peut peut-être aussi s'apporter et on peut peut-être aussi commencer à définir quand même des règles de notre métier, parce que si tout le monde casse les prix ou tout le monde dit ok, cette collab je te la fais offert et tout, on va casser notre marché. Donc finalement on a un métier qui est en train de naître, il faut qu'on mette des règles. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu une de tes collaboratrices pas loin, qui s'appelle Angie. Je suis allée les voir toutes un peu les unes après les autres. Je dis les unes, mais il y avait des garçons aussi. Et voilà. Et il y avait un paramètre que j'avais oublié, c'est le paramètre humain. Quand il y a le paramètre humain, il y a des gens qui ne s'aiment pas, il y a des gens qui s'embrouillent. Et donc, ça n'a pas duré longtemps, le collectif. Okay. C'est-à-dire que, moi, j'ai pas eu de problème, c'est resté mes amis. D'ailleurs, depuis le seul et unique groupe WhatsApp Influx Montpellier, c'est mon groupe WhatsApp, donc on est 70 dedans. Je te dis seul et unique, mais il y a quand même les blogueurs Montpellier. Enfin, il y a d'autres groupes, mais en tout cas, celui-là, parce que personne ne crée ça, en fait. Les gens... Comme ils sont souvent concentrés, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le choix sur leurs propres problématiques personnelles, ils n'ont pas la pensée, je parle en généralité, de dire, OK, mais le groupe peut m'arranger plus tard sur le long terme. Donc, comme on est le nez, tu sais, dans sa petite vie, on va dire, ah non, mais moi, je n'ai pas de temps à donner à ça, à cette énergie, à ce gars, à cette question. Et donc, en fait, alors que on se dit, OK, je me protège, je dis non par protection. En fait, peut-être on s'éteint plus tard des opportunités. Donc, il faut vraiment garder l'égoïsme de survie d'un côté, pour soi-même, mais il faut ouvrir la porte de l'opportunité du futur plus lointain. Et c'est ce que j'ai voulu créer. Et donc, après, ça m'a aidé à augmenter forcément mes abonnés. Puis, j'ai fait la même chose en France.
à Lyon, à Paris, j'ai fait des copines comme ça. Après, on a commencé à faire des opérations ensemble. Bon, il n'y avait pas les cross-posts, mais tu vois, tu te partageais en story, machin. Et après, de fil en aiguille, tu as eu aussi les Reels qui sont sortis, les concours avec des effets de levier. Tu sais, quand tu voulais, par exemple, partager une formation et que tu faisais gagner un iPhone, etc. Bon, j'ai tout testé, toutes les expériences. Mais c'est vrai que le plus puissant, c'est les Reels. Quand au tout début, ils sont arrivés, tu avais des vues intergalactiques, quoi. Donc... il suffit que tu sois un peu barge ou que tu aies un chien un peu mignon. Non, Ça balance. Voilà. En gros, je t'ai résumé. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, comme... parce que là, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Nous, tu vois, en fait, si je t'ai invité sur cette émission, c'est exactement parce qu'on a la même croyance que toi. Tu vois, autour du studio, en fait, on pense vraiment que y a un vivier de créateurs, d'influence, de création de contenu à Montpellier qui est en train d'émerger et d'attirer encore plus de monde. Tu as dit tout à l'heure en off que tu avais même des amis qui allaient venir à Montpellier parce que il y a un écosystème, tu vois, autour de ça à développer. C'est pour ça qu'on a créé Nextel, c'est parce qu'on s'est dit qu'il allait manquer, mais on veut aller plus loin. On veut rassembler aussi, tu vois, les créateurs, on veut créer des événements, on veut mettre en avant aussi les créateurs. C'est pour ça que tu es là, même si aujourd'hui, c'est toi qui nous mets aussi en avant, puisque forcément, c'est des partages, tu vois, de visibilité, mais on croit foncièrement à ça. Et surtout, comme toi, tu vois, que c'est ensemble qu'on va réussir à aller plus loin et à faire, parce que ça a de la beauté aussi, tu l'as dit, c'est un peu la manière de donner... en fait, aujourd'hui, chacun peut parler de ce qu'il veut. Moi, tu vois, j'ai créé le multipreneuriat. Moi, ça a été un problème pendant des années. Je fuyais la question de tu fais quoi dans la vie, parce que je savais pas quoi faire, quoi. J'ai inventé tous les jeux du monde pour esquiver ça. Et il y a 1 an et demi, tu vois, j'ai enfin trouvé ce mot. Je me suis dit, je vais créer du contenu. Donc, je vais commencer à créer un petit peu de contenu autour de ça. Et t'imagines que ça répond quand même à un besoin identitaire de te présenter. Donc, en fait, c'est hyper puissant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois foncièrement à la création de contenu et à la création de contenu, même comme business ou comme vecteur de business et d'entrepreneuriat. Je ne parle pas que 100% d'influence, on va y venir après. Je parle aussi de tout ce que ça peut générer en termes d'écosystème business. Et il y a un vrai enjeu là-dessus, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est que du coup, tu dis, toi, tu as vraiment été dans la... Tu te rends compte qu'il y a un truc. Tu te rends compte que, comme tu as dit, personal branding, tu n'as pas encore le mot, mais tu te rends compte que... on commence à suivre des personnes, mais là, à ce moment-là, à partir du moment où, tu vois, tu as fait quand même un switch. Avant, tu étais designeuse, tu es passé sur autre chose. Quel moment ça switch? À quel moment où tu es passé peut-être par de l'influence avant? Enfin, tu vois, quel était... Tu sais, je t'ai parlé de tes objectifs au début. Tu m'as dit au début, j'ai commencé à capter que le personal branding montait et que je pouvais faire des passes pour mon business de design. À quel moment, finalement, peut-être ça change ou peut-être que c'est, tu vois, pas encore... Mais en fait, je pense que c'est évolutif. C'est-à-dire que... D'ailleurs, ça me parle beaucoup quand tu parles de multipreneuriat. Je crois que quand on est multi-entrepreneur, c'est quelque chose qui remonte à très, très, très longtemps, je pense. Touché. Voilà, en fait, on a fait partie de ces enfants qui ouvraient toutes les boîtes de jeux, qui jouaient à tous les jeux en même temps, qui avaient une chambre en bordel sans nom, qui voulaient dessiner, faire du sport, aller voir des potes, machin, avoir les potes qui dorment à la maison. Bref, on a. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir ta date de naissance. Mais 03 03 93. Ok. Donc t'es poisson. Ouais. Ok. Et donc c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Et puis je crois que c'est le propre de l'être humain en fait. C'est-à-dire que nos parents, donc nous on va à l'école, etc., ils nous racontent leur récit de vie. Ils ont eu, pour ceux qui sont les plus âgés, les 30 Glorieuses, ou ceux qui ont eu la chance de connaître Daniel Cohn-Bendit, et puis les pavés jetés pendant mai 68, etc. Bon, il y a eu une espèce de période hyper prospère où il y avait de l'emploi, etc. Et c'est vrai qu'on était accroché à son travail. Et bon, en quelque sorte aussi, on avait quand même de l'emploi un peu partout. Il y avait encore un petit peu d'industrie en France et tout ça. Il n'y avait pas l'externalisation de toute la fashion et de toute la mode en général, etc. Bon. Et nous, en fait, notre génération que j'appelle les derniers, ceux qui ont connu l'enfance sans téléphone, sans Internet, et qui ont été témoins en fait d'une transition extrêmement rapide. Pour moi, en fait, je vois ça. J'étais en CM2. Il y a eu, grosso modo, dans cette année-là de ma vie, les World Trade Center, l'euro. Et d'un coup, paf, il y a eu Internet. Et je vois, en fait, entre mes 10 et mes 15 ans, là, une claque, tu vois. On ne dirait pas, mais elle a connu le franc. Eh oui, oui j'ai connu le franc.
C'est pour ça que voilà, j'ai un côté un petit peu boomer aussi dans mes références humoristiques. Voilà. Et pour en revenir à là, on va avoir en même temps ce choc-là qui va aussi être une opportunité. On va connaître les prémices de Casa, le piratage des musiques, puis l'arrivée de Spotify. En fait, on va être dans la débrouillardise des outils au début qu'on va avoir. On va avoir des magnétoscopes, on va avoir des... Moi, j'avais une espèce de machine pour me record. Je faisais des espèces de podcasts dans ma chambre. Je savais même pas que ça s'appelait un podcast. Voilà. On va avoir les blogs, les machins. Et en fait, on va devoir être des touches à tout sur quelque chose qui n'est pas naturel, quoi. Clairement, hein. On va jouer à des jeux. Les jeux, ils vont évoluer d'une année à l'autre. Ça va être incroyable. Au début, on a des espèces de pixels. Puis après on a Assassin's Creed, enfin c'est juste incroyable. Et je crois que du coup déjà ça a énormément stimulé notre recherche, notre apprentissage. On a dû tout le temps s'adapter à un nouveau téléphone, à un nouvel appareil photo, un nouveau moyen de communiquer en permanence. Et pour en revenir bien avant tout ça, Homo sapiens est un être curieux. Ce qui a fait d'ailleurs la recherche de l'outil, la maîtrise du feu. Voilà. Bon, je ne vais pas refaire tout le... parce que là, on ne sort pas. Mais... Il y a un bouquin là-dessus, Sapiens, qui est très bien. Si voilà, j'adore. Tout ça, l'univers, l'après et l'avant, j'adore. Et je crois que donc, dans la période de nos parents qui sont quand même des sapiens qui ont été plutôt bien gardés dans une boîte. Nous, on a été des sapiens à qui on a demandé d'enlever notre nature par l'arrivée de la technologie et on a voulu quand même se raccrocher à notre nature finalement. Et c'est pour ça que je dis que souvent, en fait, d'ailleurs, surtout en ce moment, dans ce virtuel, cette profusion de virtuel, on est de plus en plus en quête de réel. C'est-à-dire que tu vois de plus en plus de mouvements, bon, à l'instar du mouvement body positive, etc., mais tu vois de plus en plus de personnes qui veulent se raccrocher à de l'authenticité, à de l'humanité, à quelque chose qui les ramène à leurs conditions d'être humain. Et je crois que c'est nécessaire, sinon on va vriller. C'est-à-dire qu'en plus, avec l'arrivée de l'IA et tout, si on ne se raccroche pas au lien social, à créer des projets qui aident les autres, qui nous permettent de stimuler notre créativité, de faire plein d'activités, parce que c'est humain de faire plein d'activités. Homo sapiens, il n'était pas juste chasseur de bisons. Il était peut-être aussi un amant super avec sa femme, peut-être, que sais-je. Nous sommes multipotentiels, mais de nature, en fait. Tu sais, il y a une... Tu connais Jack Ma, je suppose, le milliardaire chinois qui a créé Alibaba. Il a une phrase que je trouve exceptionnelle quand il parle beaucoup de l'évolution et des nouvelles technologies. Il dit « Mon grand-père travaillait 80 heures par semaine, c'était un homme très occupé. Mon père travaillait 60 heures par semaine et c'était un homme très occupé. Moi, aujourd'hui, je travaille 40 heures par semaine et je suis un homme très occupé. » Et il dit « Et je souhaite que mes petits-enfants, plus tard, ils travaillent 20 heures par semaine et qu'ils soient très occupés. » Dans la logique où il dit qu'en fait, il ne faut pas avoir peur des technologies émergentes parce qu'en fait, ils nous permettent d'automatiser le travail, etc. Mais surtout, parce qu'ils nous permettent surtout en fait, de libérer du temps et donc de faire les activités qui font qu'on est vraiment humain. Et qu'est-ce que c'est les activités qui font qu'on est vraiment humain ? Les interactions sociales, le sport, les arts, la culture, tous ces éléments-là, tu vois. Entièrement d'accord. Je suis foncièrement d'accord avec ce que tu dis et je trouve que cette citation qu'il a, elle est incroyable pour résumer en fait ce que tu es en train de dire. J'adore. C'est validé, yes. Et voilà. Et comme plein d'humains aussi, on a la peur du renouveau, comme on a eu la peur d'Internet et tout. Donc, on aura forcément des très mauvaises expériences avec l'IA, comme des formidables. Ouais, bien sûr. Voilà. Tout ce qu'il va falloir pour nous sauver, c'est nos liens sociaux. Parce que c'est ceux-là qui vont nous rendre plus forts en cas de risque. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à les travailler et pas rester enfermé chez nous derrière notre téléphone. Et j'ai toujours, moi, fait en sorte que Instagram soit un moyen, mais j'ai toujours créé des événements, des festivals, je veux remettre les gens en fait en contact parce que, et alors en plus on ne parle pas de coronavirus et tout ce qui s'est passé ensuite, mais les gens, c'est voulu, tu vois, s'enferment en fait, et c'est dommage. Il faut utiliser ces moyens qui sont formidables, les micros, les caméras, les téléphones, comme des outils de connexion. Ça s'appelle un réseau social et on l'est de moins en moins, tu vois. Tu sais, je vais te donner la canne à pêche et je vais espérer que tu sélectionnes un certain numéro pour avoir la transition parfaite. Oh, putain, on verra si ça se passe bien. Oh là là, je t'ai emmêlé la ligne. Ça va être encore plus dur pour toi, désolé. Double difficulté. Double difficulté. Attends. Mais j'ai vu que tu as trop géré sur le premier, donc c'est pour ça. Je sais pas, je suis perdue. Si, ça passe nickel. Ouais. Yes. Je suis trop pressé. Alors en fait le truc c'est que là c'est une canne à pêche, moi il me faudrait une canne à pouf parce que ça y est. Incroyable. Voilà. En fait quand on a le truc après c'est bon.
Ça 3. ça va être le seul, tu sais que ça va être le seul C'est la bonne épisode que je transition vais ou pas regarder. Je vérifie. 3. Moment de... Ouais, Non. ça va le faire. Ah, Ça va le super. faire. On va réussir à repasser un peu. C'est effectivement, on va aller sur un peu la technique, Ouais. tu vois, du réseau social. Donc là, tu viens de parler de micro, etc. Donc bon, je voulais passer sur autre chose, mais tu vois, je vais rebondir sur celle-là. Tu vois, c'est intéressant parce que toi, tu dis que le réseau social, c'est au final un outil aussi pour aller dans le réel. Mm. Et que tu crées énormément de choses par rapport... Enfin, tu fais le lien, je veux dire, tu vois, entre les réseaux sociaux et le réel. Mm. Ok. Concrètement, comment tu t'organises, comment tu fais pour créer ton contenu, qu'est-ce que tu utilises, comment ça se passe? Alors, déjà, il va falloir un traducteur parce que moi, le mot organisé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, Alors, de orga... Non, Alors, comment je m'organise? Déjà, je crois que j'ai organisé de manière générale ma vie autour de quelque chose que j'aime parce que en tant que personne créative et qui aime tout faire et qui veut tout faire, etc., il a fallu que je trouve où étaient vraiment franchement mes centres d'intérêt pour que de ces centres d'intérêt naisse une forme de passion et quand on a la passion, on compte pas ses heures, enfin, etc. Donc, au fil des aiguilles de ma montre, j'ai fini par devenir influente, avoir les réseaux sociaux, avoir mon entreprise qui prospérait, c'était plus une micro-entreprise. Et j'ai pu conserver ce qui me plaisait le plus et chercher soit à éliminer ce qui me plaît le moins, soit à déléguer, parce que j'ai pas le choix que de le garder, ce qui me plaisait le moins. Donc j'ai quand même pas mal de staff direct ou indirect. Par exemple, pour tout ce qui est retenir les rendez-vous et arriver à l'heure à ton podcast, j'ai pris une assistante parce que je suis un panier percé et comme j'ai trop d'informations entre les notifications, les mails, les WhatsApp, les élèves que je dois former en permanence, etc. Si en plus je dois me mettre la charge mentale de l'ampoule qui reste allumée et que je dois me dire « Ah oui, c'est vrai, à 15h, je dois être là, etc. » Finalement, je vais m'enlever de l'énergie créative, tu vois, à garder dans un coin de ma tête que, attention, il faut que je sois là. Alors que du coup, je me décharge de cette pensée. Je prends une assistante virtuelle, qui est en fait une vraie personne, hein, je précise. Hein. C'est juste qu'on n'est pas physiquement à côté. Et qui, elle, fait ça pour moi. Elle m'enlève ce point-là de charge mentale. Idem pour mes formations. Pour toute la partie administrative, j'ai mes collaborateurs. Donc, un est spécialisé, il a un master dans la gestion des organismes de formation. Donc, c'est son métier. Il a fait une formation là-dedans. Et l'autre est plutôt expert dans tout ce qui va être les tunnels de vente, les pages de capture, le neuromarketing, le closing, etc. Donc, ils sont hyper complémentaires. Et aussi avec moi. Et donc, tout simplement, je vais déléguer cette partie-là. Eux, ils ont peut-être moins envie que moi d'aller au contact, de voir les gens, d'être sur le devant de la scène. Donc chacun utilise sa zone de génie pour exploiter au mieux le potentiel de tous ensemble, tu vois. Et je vais avoir ça pour plein de cas de figure, c'est-à-dire pour la vidéo, quand je vais faire des contenus pédagogiques, je vais passer par des studios, typiquement je passerai par vous. Pour, par exemple, les événements que j'organise, là par exemple j'ai un événement que j'organise, je vais prendre... une chargée responsable de salle, une chargée du routing du programme, une personne qui va se charger de récupérer tous les éléments, les fichiers audio, les noms, etc. La personne qui va gérer les billets de train, tout ça. Les personnes qui vont gérer l'image. Et je pense qu'ils sont mieux en fait adaptés que moi, qui voulais avant tout gérer. Et je perdais beaucoup d'argent et de temps en fait en faisant ça. Après, ça nécessite un petit travail parce que dans les personnes qui, comme moi, sont un peu dans le contrôle, ça nécessite de lâcher prise. Et je pense que ça vient avec l'âge et les relations de confiance professionnelle que tu entretiens, tu vois. Parfois, tu es déçu, c'est OK. De toute façon, tu peux pas avoir 100% de satisfaction. Et c'est une leçon pour la prochaine fois. Et souvent, c'est une leçon envers toi-même parce que les red flags ou les indices, tu les avais, mais t'as pas voulu les voir. Dès le début. Voilà. C'est tout le temps. Exactement. C'est scandaleux comme tu Donc, c'est plutôt de ta faute, en fait. C'est pas la faute de l'autre. L'autre, finalement, il est venu comme il est. Tu vois. Voilà. Et là, tu as parlé de toutes les personnes qui t'aidaient, tu vois, sur l'autour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi sur vraiment toi et sur... vraiment sur la partie création de contenu, parce qu'aujourd'hui, tu crées quand même beaucoup de contenu, tu vois. Comment tu fais? Est-ce que
du coup, je le mets entre guillemets, organisé? Est-ce que c'est tout au feeling, tu vois, aussi est-ce que, Ouais. parce que tu vois, tu as parlé, tu as quand même une analyse du marché, tu vois, des tendances, tu dis parce que tu fais une sorte de veille. Est-ce que tu as un processus créatif? Est-ce que euh, tu fais tout, tu vois, d'un coup et tu déroules sur plusieurs vidéos? Comment tu t'organises concrètement pour ta création de contenu? Parce que tu vois, ce qui m'intéresse aussi ici, c'est que je pense que la plupart des personnes qui vont être dans l'audience de cette émission, c'est des personnes qui veulent créer des communautés, mais c'est aussi des personnes qui derrière sont entrepreneurs ou souhaitent, tu vois, monétiser une Hmm. communauté, etc. Donc comment tu fais pour créer autant de contenu et un contenu qui soit qualitatif puisque ça génère une audience, tout en faisant toutes les activités que tu nous as dit, tu vois, à côté, quoi. Et quand même, grosse dédicace, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même important de le dire. Et le projet quand même immobilier de te construire une Hmm. maison qui t'a pris pas mal d'énergie Ouais. à côté, quoi. Donc C'est une comment rénovation. t'as fait Une ça? maison Une qui a rénovation. 130 ans, la Incroyable. maison. Alors, bon, déjà, il y a deux choses Ouais. que je distingue. C'est que souvent, j'ai mes contenus qui ont pour but plutôt de convertir, où là, je vais m'organiser clairement en amont. Ça va être du pré-tournage. Donc, je vais passer par différentes agences. J'ai fait l'agence personnelle, j'ai fait des studios un peu partout en France. Et là, ce qui est super, c'est que tout simplement, en amont, on va réfléchir au storytelling et aux messages qu'on veut faire passer. C'est des messages qui sont plutôt génériques. L'idée, c'est qu'ils ne surfent pas sur l'actualité parce qu'il faut qu'ils puissent être, en tout cas, pas périmés quand je les Evergreen. poste plus tard. Et là, ils vont plutôt parler de mon expertise ou de ma vision. C'est de l'inspirationnel ou du pédagogique. Et ça, bah bien sûr, tu t'organises, tu prends rendez-vous avec le staff et tout ça. C'est eux qui vont bosser le montage, comme vous le faites aussi. Et ça te permet de te délester de cette partie-là qui est assez chronophage. Mais c'est un budget, faut le dire. Mais c'est pas un budget à perte. C'est un bon budget parce que c'est un budget où ce temps-là, tu peux te concentrer toi sur autre chose. Et c'est vraiment ces contenus-là en studio qui convertissent le mieux, faut dire la réalité. Mais à côté, il y a la partie passion où moi j'aime créer du contenu. Le contenu de mon quotidien, c'est vrai, quand je dis que je scrolle 16 heures par jour, bon, peut-être c'est pas que, enfin, le temps écran, il sert pas que à scroller, mais c'est vraiment parce que j'aime ça. Tu vois, j'avais déjà ma page Satat, j'avais déjà mes blogs, j'avais déjà mes émissions de télé quand j'étais petite devant mes parents. J'aime créer et sous toutes ses formes. Je dessine, je peins, je fais de la poterie, j'ai fait une mana à appliquer avant de commencer mon master. Donc, j'ai aimé la création depuis toujours. Et j'ai même été prof d'histoire de l'art en remplacement. Énorme. Donc, j'aime l'art, j'aime la création. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, pour que mon art soit entendu, entre guillemets, il passe par les réseaux sociaux. Mais en fait, j'aurais pu être dessinatrice de BD. Les dessins qu'il y a dans mon livre, c'est mes dessins. Donc, pour moi, je comprends les entrepreneurs qui me disent « Oui, non, mais j'ai pas le temps ». Mais moi, j'ai pas le temps, mais c'est ma passion. Donc, en fait, dans tous les cas, si je ne crée pas, je vais être frustrée. Donc, je comprends aussi ceux pour qui c'est une contrainte. Ouais. Donc, c'est là où tu t'organises, où tu vas passer par des agences et tout ça. Et ce que je vais faire, plutôt, c'est que j'ai plutôt un process, et c'est plutôt cette tips-là que je vais vous donner. C'est que souvent, quand on se retrouve face à la page blanche, mais qu'on sait qu'on doit poster et on n'a plus de, on n'a plus de contenu, on n'a plus de ressources, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, c'est là où il faut aller scroller. C'est super intéressant parce qu'en scrollant, on va souvent tomber sur de la merde à n'en plus finir, évidemment. Mais c'est pas ça qu'on va regarder. On va regarder les audio tendances du moment, la manière de rentrer dans la vidéo, le hook ou comment le titre a été accroché et pourquoi cette vidéo a fait des vues. Est-ce que je vais regarder les commentaires pour voir la réaction humaine qui s'est passée et comment moi, à travers tous ces petits indices que je peux noter, soit dans un bloc-notes, soit dans ma tête, je peux faire une espèce de salade pour que aujourd'hui moi aussi je trouve mon idée pour ma niche. Parce que c'est pas la même chose. Et ça va être peut-être une transition spécifique, une manière d'amener le texte, que sais-je. Et donc, moi, c'est ça, c'est un jeu en fait. Tous les jours, je joue à mon jeu. T'as des gens qui sont fans de jouer à la machine à sous. D'ailleurs, partout, je suis un de mes clients. Il y a des gens qui sont fans je sais pas moi, de sport et tout. Moi, mon sport, c'est ça. C'est-à-dire que j'arrive, je me dis, ok, quelle est la petite pépite là que je vais trouver d'inspiration pour aujourd'hui. Et j'arrive toujours à la retrouver parce qu'en fait, si on regarde nos téléphones, dans la pellicule, on a une multitude de contenus qui dorment. On a souvent la photo qu'on n'a pas utilisée, les trucs qu'on se dit « Ah putain, c'est trop laid, je vais pas l'utiliser ». C'est souvent cette vidéo-là qui va percer. Et en même temps, tu vois, ça c'est une vraie question que j'avais posée à Harmonie qui était à ta place il y a quelques temps. Est-ce que du coup, dans ta vie, dans ton quotidien, tu crées du contenu en disant « Ah, là, il faut que je me prenne en photo, là, comme ça, parce que ça va me servir, tu vois, en termes de contenu ». Oui. Et comment tu fais cette part des choses ? C'est-à-dire, tu sais, on en a parlé, je te dis, avec Harmonie, c'est
entre le je vis ma vie, comme tu vois, on parlait d'authenticité, de présent, et en même temps, il faut que je crée du contenu pour le futur, ou alors il faut que je me filme parce que ça va pouvoir me servir. Comment tu gères ça? Ouais, la barrière, elle est très très mince. En fait, une fois que tu t'habitues à ce que ce soit un réflexe, mais en fait, je reviens même dans mon passé, quand je faisais des snaps à mes copines toute la journée et que j'étais, enfin, personne, quoi, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que les gens qui n'ont pas d'abonnés sont quelqu'un ou personne, enfin bref, mais dans le sens où j'utilisais Snap vraiment pour le plaisir, je le faisais en permanence déjà. J'étais déjà en train de tout filmer, donc je crois que c'est quand même un tempérament, parce que j'aime le beau, je vois du beau dans tout, tu vois. Quand je dis le beau, ça va être, tu sais, une perspective, une lumière. Donc, sur le moment, je me dis pas, ah tiens, ça me servira spécifiquement à cette stratégie. Mais c'est vrai que oui, j'ai le téléphone facile. J'ai d'ailleurs iCloud plus 8 Tera. Déjà bien rempli, tu vois. J'adore. Donc, il y a de la création de contenu. Mais je sais pas, en fait, tout m'émerveille. Là, j'aurais envie de prendre, par exemple, en vidéo, ma chienne qui dort sur ma cuisse, elle est trop bien, trop concentrée, elle écoute ce que je dis. Ça, c'est une vidéo, c'est un TikTok, tu vois. Y a pas de je vois souci, des TikTok partout, en fait. Je peux vois le des faire, y a Insta. pas de souci. C'est vrai que tout à l'heure, je t'ai présenté aux chèvres qui sont autour du studio. Ah T'as oui, j'ai dit TikTok. On fera un TikTok tout à l'heure. Ouais, c'est en fait, je vois des. Parce qu'en fait, quand je faisais mes petites BD aussi, j'étais déjà finalement en train de créer des situations un petit peu rigolotes, marrantes et tout. Et petite aussi, ma mère m'a sorti, je faisais des livres où je racontais des histoires. Monsieur Fraise, Monsieur Patate se rencontrent, bref, c'était des histoires. Je racontais tout le temps des histoires à ma mère, à mon frère. Je crois que c'est un truc, je suis comme ça en fait. Donc, et je comprends qu'on puisse ne pas l'être, ou alors on se dit oui, non mais moi je suis pas assez créative, je trouve pas l'idée. Donc je pense qu'au début c'est un petit peu comme disent les neuroscientifiques, un cerveau ça s'entraîne. C'est-à-dire que c'est pas une habitude pour moi, peut-être je me crée des petites habitudes en me faisant des petits rendez-vous. Tiens, je vais mettre une petite alarme là qui va s'allumer à telle heure la journée. Et l'alarme, c'est comme quand tu as l'alarme de la pilule qui me dit tiens, ce serait peut-être le moment de créer un truc. Bon, s'il n'y a rien qui t'inspire, le fais pas. Mais peut-être tu vas dire putain, c'est vrai, j'étais en train de ranger un truc dans ma chambre, tiens, je vais le filmer, on sait jamais. Tu vois. Et tu vas commencer à avoir le réflexe de filmer quasiment tout, mais sans que ce soit perverse, ce que tu fais, et tu fais tes banques d'images. Tu vois, genre. La chance qu'on a avec iPhone, c'est que ça le fait tout seul. Là, c'est des photos de toi, ton mec, des lieux, etc. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez retrouver par ville vos photos. C'est hyper pratique. Et ça, j'ai découvert aussi, je ne savais pas, mais quand tu peux taper un mot dans oui. la recherche, genre tableau ou quoi. Dans chien, chihuahua. Chien, je trouve ma chienne direct. Toutes tes photos qui ressortent dedans. C'est trop bien. Resto, robe. food, robe. Ouais, alors, moi, quand je mets beige, c'est mort parce que tout est beige. Tout est beige, voilà, mais. Et en fait, donc. Tu vois, on commence à s'habituer un petit peu à avoir cette petite orga, mais il faut que ça soit un jeu. Tant que c'est une contrainte, souvent je le dis à mes élèves, c'est que ça va pas. Le process, il n'est pas bon. On voit vraiment ça comme une obligation. Il serait peut-être temps de penser à prendre un community manager. Okay. Après, on peut prendre, comme moi je fais par exemple sur mon LinkedIn, j'ai mon ghostwriter où je lui donne les grands principes des textes que je veux, mais flemme de remettre les emojis, d'aller répondre aux commentaires et tout. Donc, il m'accompagne pour ça. Okay. Donc, je me libère du temps pour aller trouver des idées, moi. C'est ce que j'allais te demander. Aujourd'hui, toi, tu filmes, comme tu dis, tes vidéos au quotidien. C'est toi qui les montes, c'est pas toi qui les montes pour tes C'est souvent moi qui les monte. J'adore monter, mais c'est une perte de temps. Donc, quand j'ai vraiment pas le temps, je prends un monteur. Moi, je te dis, moi, ce qui m'intéresse là, c'est la transparence et c'est de voir justement. Donc, si c'est toi qui les montes, ça me va très bien, tu vois, que ce soit toi qui les. Ah non, mais c'est les deux. Enfin, c'est comme je te le dis. En fait, j'adore monter. J'adore. Mes élèves, ils adorent. Je leur fais des petits tutos de mes CapCut et tout. Cool. Et d'ailleurs, souvent, quand je passe, je suis navrée les monteurs, mais quand je passe par des monteurs qui utilisent Premiere, machin, ça n'a pas le même effet que CapCut. Je suis désolée. Bon, après la qualité. Pas, Kevin ne nous écoute pas. Sorry, Kevin. Il râle derrière. Mais CapCut, c'est CapCut, les gars. Il y a trop d'effets. En fait, quand on maîtrise l'outil CapCut, oh, mais c'est un univers qui s'offre à nous. D'ailleurs, les idées viennent, du coup, parce qu'il y a même des templates à idées sur CapCut. Juste à remplacer. Mais ouais, c'est incroyable. Et alors, si tu as un peu d'humour et que tu as un peu le côté un peu. T'aimes faire des trolls et tout, alors là, tu te régales sur CapCut, c'est la vie. Et après, tu as quand même une grande communauté, donc est-ce que tu as des CM pour répondre à Instagram ou quoi? Non, ça c'est moi, 100%. Ça c'est fou, moi ça me rend... 100% moi. Incroyable. Mais j'aime les gens, ouais. Moi j'aime répondre. Non mais... Insta, c'est moi. Il n'y a personne qui a le droit de toucher à mon Insta. C'est interdit. C'est incroyable. Il n'y a personne qui mettra un pied sur mon Insta. Même si un jour j'ai 14 millions d'abonnés, il n'y a personne qui ira sur mon Insta. C'est ma vie, c'est mes bébés, c'est les gens, je les aime. Incroyable. Tu vois. Alors ça arrive que j'utilise ManyChat, avoir des automatisations, genre commente OK, machin. Ça, c'est plus simple pour moi que d'envoyer le lien à la mano. Mais non, Insta, c'est interdit. LinkedIn,
Disons que j'ai rien contre les gens de LinkedIn, mais mon LinkedIn, il est moins important dans mon cœur que mon Instagram. Mon Instagram, c'est une extension, c'est comme Taya, tu vois. Je pourrais pas. J'aurais dû demander Instagram ou Taya pour... Ah non, Taya. Avant Insta. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, t'as combien? T'as plus de 200 000, 239 000, je crois, abonnés sur... ouais, à peu près. Un truc comme 235 ou je... Ouais, 35. Tu reçois combien de messages Alors, tu vas être étonné. C'est que, en fait, il y a une tendance inversée. En fait, la période la plus horrible dans l'évolution sur les réseaux, ça a été la période où j'avais environ 50 000 abonnés. Okay. C'est horrible. Cette phase-là, surtout pour les femmes, c'est la phase où tu reçois des zizi, des slips, des « ah, peut-être on pourrait ». C'est tout le temps, en permanence, des personnes qui tentent. Et il va y avoir un effet rebond inversé, tu vois, où quand tu passes la barrière en fait des 100K, c'est une barrière psychologique, je crois, dans la tête des gens. Ça y est, la personne est inatteignable, machin. Donc il y a quand même des gens qui te répondent parce que moi je suis hyper accessible. Enfin, les gens, je suis leur pote, quoi, tu vois, en story et tout. Donc t'as ceux qui me connaissent bien qui continuent à écrire. Puis t'as des gens qui n'écriront jamais. D'ailleurs, souvent le message, quand je reçois un message, c'est de toute façon, tu liras jamais mon message, mais je vois tous vos messages, les gars. Bon, c'est pas une raison pour m'envoyer toutes vos photos de vacances, mais je vois tous vos messages. J'ai même des abonnés à moi qui, comme ils sont malins, ils ont réussi à avoir mon WhatsApp Pro, qui m'envoie des conversations mais lunaires, extrêmement longues sur WhatsApp, sur mon WhatsApp Pro. Et moi, le pire, c'est que je suis tellement empathique que je prends le temps de répondre, tu vois. Donc, parfois, ça peut être un peu contraignant et je suis obligée parfois d'en parler à mon équipe qui me dit « Alice, là, t'es trop gentille. Focus, les gens tant pis seront lâchés en vue, tu vois. Voilà. Ton WhatsApp Pro, c'est toi qui le gères aussi ou t'as une équipe pour ça? Oui, c'est moi. Ouais. Balèze. Moi, franchement, ça me bluffe. Je te dis, Harmonie, elle disait pareil. Ouais. Moi, 239 000, quand tu vois le temps que ça prend en termes de messages, de commentaires, etc., c'est vraiment, vraiment balèze. Ok. Faut aimer ça, je te dis, il y a un côté passion. Hein. Ouais, il y a un côté un peu sadomaso aussi, je crois. Non, mais même, tu vois, sur la réactivité, moi, ça m'a bluffé. D'ailleurs, je pense que je sais plus, c'était pour, je sais plus pour contacter qui, mais pareil, quelqu'un qui a 500 000 abonnés ou quoi. Harmonie, je lui dis, t'as son contact, elle me dit, Instagram. Mais pour moi, c'est lunaire de contacter quelqu'un Instagram. Plus de chance, parce que il y a un moment où je te dis, on a quand même beaucoup de messages. C'est clair, surtout Armo, la pauvre, dès qu'elle fait un storytelling un peu émotionnel, la pauvre, ça raz-de-marée, tu vois. Moi, j'ai moins ce problème parce que je fais plutôt de l'humour ou quand je fais de l'émotionnel, j'ai pas le côté d'Armo hyper magnétique, tu vois. Je suis moins magnétique que ma pote, je le sais. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais mon chien est magnétique. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Et et peut-être d'ailleurs qu'au fond de moi, inconsciemment, je veux pas être trop magnétique. Enfin, je sais pas, tu vois, je ne saurais jamais. Mais toujours est-il que je crois qu'on aime ça. Après, Armo, elle va peut-être à un moment donné devoir mettre des barrières parce qu'il y a tellement des raz-de-marée de messages qu'elle est obligée de parfois dire aux gens, je peux pas répondre à tout le monde. Mais moi, franchement, c'est hyper gérable. Enfin, hyper gérable. Ça dépend des jours. Mais au pire, tant pis, je dis aux gens, faites des ups. Et si vous avez le doute que quelqu'un ne vous réponde pas... Pareil, ça veut pas dire lui envoyez pas 150 messages de up. Mais un bon message bien écrit, franchement, il y a de fortes chances, avec un petit up si vraiment la personne n'a pas vu. Franchement, je pense qu'on regarde nos messages. Et j'ai beaucoup d'amis créateurs de contenu, donc... Voilà. Écoute, on parle, donc là on est, tu vois, sur la partie technique. Moi, il y a ce qui m'intéresse aussi quand même, comme j'ai en face de moi une experte quand même de réseaux sociaux, c'est quoi, comment tu fais une vidéo virale? Alors, moi j'avais créé une méthode qui s'appelle la méthode SCDSOR. Donc SCDSOR en gros. Et bon, bien sûr, il y a plein d'autres ingrédients, mais c'est vrai que ces ingrédients-là, déjà, s'ils y sont pas, ça va être compliqué pour faire de la viralité. Donc ça va être la stratégie, le copywriting, le dynamisme dans son ensemble, ensuite le script, ensuite les outils et ensuite le référencement. Donc en gros, quand on a ces 6 points-là, donc la stratégie, ça va être ok, je parle à qui, c'est qui mon persona, est-ce que la tonalité est la bonne par rapport à ce persona, est-ce que l'objectif c'est quoi, c'est convertir ou c'est faire des vues, c'est pas la même chose. Et dans faire des vues, mais faire des vues à qui? Est-ce que ça m'intéresse de faire des milliers de vues qui m'apporteront rien à part des haters, ou est-ce que ça m'intéresse de faire 20 000 vues hyper qualifiées, etc. Bon, voilà, ça c'est la stratégie. Ensuite, dans le copywriting, c'est ok, est-ce que mon texte, je vais mettre un hook visuel avec un titre? Est-ce qu'en plus je vais associer une légende pour captiver les gens qui, dans le fil, verront pas ma vidéo avec
le texte, est-ce que dessous, en caption, je vais avoir aussi un hook de première phrase qui pousse les gens à dérouler pour lire ce que je suis en train de dire? Est-ce que mon texte, il apparaît rapidement ou pas sur ma vidéo? Parce que du coup, les gens, ils sont obligés de faire le taux de complétion, aller jusqu'à la fin de la vidéo et re-regarder. Tout ça, ça se calcule, tu vois. Et c'est super intéressant. Bon, je pourrais en parler des heures, mais j'ai une formation de plus de 40 heures là-dessus, donc si je commence, on est mort. Ensuite... ben ça tombe bien, on n'avait pas prévu de dormir pendant les 2 prochains jours. Voilà. Ensuite, la dynamique, c'est pareil. Est-ce que j'ai un hook visuel, par exemple? Est-ce que je rentre « Hey, salut les gars » ou est-ce que c'est une erreur, genre on voit que je me casse la gueule? Ou est-ce que c'est le montage en lui-même qui fait avec des enchaînements, ou est-ce qu'au contraire c'est lent mais c'est voulu parce que y a une espèce d'attente pour que voilà. Qu'est-ce qui fait que tu switches entre l'un ou l'autre? C'est en fonction du message, c'est en fonction de la stratégie? Ça dépend de la stratégie. Tu vois, sur un contenu hyper pédagogique mais qui donne énormément de valeur ajoutée, tu peux aller sur des reels de 1 minute, 1 minute 30 parce que tu attrapes les gens par l'intérêt, le besoin, en fait, tu réponds à une douleur. Par contre, quand tu fais un truc un peu plus inspirationnel, qui est plus dans le moi, il vaut mieux ce que j'appelle des reels ultra shorts. C'est rigolo de dire ça, mais où on est sur du 1 à 7 secondes maximum, voire même en dessous. Et l'idée, après, c'est d'amener le lecteur, l'auditeur, vers la caption, voire même vers notre pré-tunnel grâce à une automatisation ManyChat. Et donc, tout ça, ça se réfléchit. Tu vois, l'humour assez court, sauf si le sketch, il est tellement puissant où tu as ramené Zidane, etc. Là, tu l'allonges. Tout ça va dépendre, en fait, de ce que tu vas en faire. Si tu es dans de l'authenticité pure et simple, alors là, tu oublies l'authenticité, elle a même plus sa place, puisque les gens vont chercher à lire une émotion. Donc ça peut être tellement long, c'est pas grave, tu partages une histoire qui est hyper personnelle en fait, et à laquelle on peut se rattacher. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui perce, hein, tu remarqueras, dans les story time. C'est les gens, voilà, c'est pris à l'arrache, machin, il n'y a pas de lumière. Enfin, c'est pas grave, c'est pas ça que la personne vient chercher en regardant cette vidéo. Et après, donc, quand on a fait S, C, D dans le dynamique, on retourne sur S, O, R, donc le script. Ok, comment je ramène tout ça? C'est-à-dire que, est-ce que je dis « Salut les loulous, alors aujourd'hui on va… » Non, tout ça on oublie, on rentre dans le sujet. J'ai perdu 500 000 € avec cette idée. Ben, hop, on amène les gens. Et donc, dans ce script, est-ce que c'est pareil, c'est de la voix off? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est lu plus et écrit plus ça se voit physiquement? Tout ça, ça s'appelle le triple hook. Est-ce qu'on fait 1 ou 3 hooks? Dans mon script aussi, est-ce qu'il n'y a pas des trucs, des aspirations, des espaces, des regards, des choses comme ça qui sont pas nécessaires, ou au contraire, est-ce que là, je suis allée tellement vite que c'est incompréhensible parce que moi, ma niche, elle a plus de 35 ans. Je suis désolée, elle a plus de 35 ans. Parce que pareil, en fonction de à qui je parle, je vais pas parler à la même vitesse. Moi, typiquement, j'ai ce gros problème, je parle trop vite. D'ailleurs, je suis navrée pour toutes les personnes qui actuellement ne comprennent pas ce que je dis. Je parle trop vite. On mettra 0,8 voilà. En termes sur ce passage-là. Voilà, tu mettras 0,8. Mais quand je fais une chronique sur France 3, je sais que mon public il est un tout petit peu plus mûr, donc je vais parler avec je vais prendre plus de temps avec mon éloquence à parler d'un mot, tu vois, ou à parler d'un thème, d'une thématique, d'une tonalité. Donc ça doit aussi se retrouver justement dans le script. Et dans le script aussi, c'est très important, mais les gens ne savent pas que sur TikTok ou sur Instagram, il y a des petits tips toutes bêtes qui parfois permettent de faire plus de vues. C'est-à-dire que la même scène que tu aurais pris par exemple en mode figé, tu fais juste un changement caméra, mais avec ton téléphone. C'est-à-dire on doit rentrer dans la pièce, puis on voit la main qui appuie sur la poignée, puis en fait, tu rentres, tu fais quelque chose d'assez cinématographique, mais tout bête, hein. Et ben, ça augmente aussi, je peux pas l'expliquer scientifiquement, mais l'attention de la personne parce qu'il se passe en fait quelque chose. Donc, des choses très simples. Ou à l'inverse, c'est voulu. Tu vois, tu fixes complètement le téléphone et sur un de mes derniers reels, en fait, je me suis dédoublée avec un masque à la con sur CapCut. Et ben, juste ça aussi, c'est un effet cinématographique qui va attirer l'attention. Donc, ce script-là, il faut le penser. Est-ce que ma lumière, elle est devant, derrière? Est-ce que… Bref. Donc, il faut devenir un petit peu un réalisateur. Et puis après, il y a les outils. Quels outils j'utilise? Est-ce que je suis nulle en montage et du coup, je vais tricher? Je vais prendre des outils comme Caption qui font des montages tout seul. Ou au contraire, j'aime les montages. Et en plus, Alice, elle m'a dit, c'est trop bien les montages. Donc, je vais faire des montages, mais je vais me calmer parce que je vais pas mettre toutes les options CapCut dans une même vidéo parce que les gens, ça va être un feu d'artifice de cerveau, quoi. Voilà. Et puis, le référencement. Alors, beaucoup ont utilisé pendant longtemps les hashtags. Aujourd'hui, ils sont passés vraiment au second plan. C'est Adam Mosseri lui-même, le PDG de Instagram, qui l'a dit. Mais comment je vais utiliser certains mots-clés spécifiques qui en même temps font plaisir à mon audience qui va lire ces mots-clés et trouver ça intéressant à s'identifier, mais surtout ne pas oublier que c'est un algorithme, c'est un ordinateur qui voit
ce texte. Donc, il faut aussi penser comme un expert SEO. C'est-à-dire qu'il y a des mots. Si je dis les petites loutres, non, il comprend pas. Par contre, si je lui mets des mots indices, ce contenu pour donner des indices bons plans à un groupe d'amis qui part en voyage, il y a des choses aussi à donner comme matière à Instagram pour qu'il sache où trier notre contenu. Voilà. Et quand on a un petit peu toute cette tambouille, et en plus qu'on a un chihuahua, non, c'est l'élément clé. C'est le C, le dernier C à la fin de ta méthode. Okay, c'est SCD sort. Voilà, le référent, voilà, c'est T. Non, c'est SCD sort. Taya. Taya, voilà. ouais, ça marche bien. Si vous avez un Taya, ça fait des... N'est pas à acheter, ne pas à vendre, désolé, vous Et l'aurez pas pas. à voler surtout, merci. Et moi, tu vois, je trouve ça, c'est super intéressant tout ce que tu m'as dit. Donc, tu vois, je t'ai laissé dérouler parce que c'était très, très riche. Tu sais, il y a toujours ce doute quand tu crées du contenu. Tu as parlé de 2 types de contenus. Des contenus qui permettent d'apporter de la valeur qui aussi pour la conversion, mais tu as parlé aussi d'un autre type qui est plus personnel. Tu l'as dit, tu as dit moi. Concrètement, tu sais, c'est une peur quand tu commences à créer du contenu, que tu commences à faire des vidéos de toi, tu te dis, mais si je parle de moi, les gens vont s'en foutre. Donc, il y a cette logique de je vais juste apporter de la valeur. Comment tu arrives à calibrer entre ces 2 différents types de contenus? Est-ce que pour toi, d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre ces contenus-là? Comment tu vois les choses? Très intéressante cette question. En fait, tout le monde s'en fout de tout. C'est-à-dire qu'en gros, il faut vraiment comprendre, ça je le dis beaucoup dans mes conférences, même quand les gens vont suivre des gens connus, en fait, ils les suivent parce qu'ils se parlent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils veulent s'identifier, la personne soit les inspire, soit c'est un challenge, soit ils la jalousent, mais en fait, elle parle encore d'elle-même, les personnes. C'est très humain d'être auto-centré, en fait. D'ailleurs, peut-être que, comme disait Einstein, nous sommes dans une simulation. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, les personnes s'en foutent. À tel point que si cette même personne qui vous suit et vous trouve inspirante était un jour amenée à devenir plus inspirante que vous, elle vous laisserait sur le bas-côté. C'est une réalité. Donc, il faut partir du principe que oui, les gens s'en foutent. Je vous le dis, ils s'en foutent de vous, ils s'en foutent de moi, ils s'en foutent de tout le monde. Il faut trouver les raisons pour lesquelles ils peuvent nous suivre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont se comparer à nous? Est-ce qu'ils vont vouloir nous juger? Est-ce qu'ils vont vouloir s'inspirer de nous? Donc, il faut donner de la matière à ces gens. Et cette matière, il y a plein de formes de matière. Il y a la matière intellectuelle que tu vas leur donner parce que tu donnes de l'inspirationnel. Mais souvent, le gros risque avec ça, et c'est beaucoup des hommes qui font ça, je suis désolée messieurs, parce que vous avez plus de mal à vous livrer en perso. Mais comme vous êtes vraiment dans je donne vraiment de la valeur gratuite, je vais faire des recherches, je vais faire des contenus, un peu comme Poisson Fécond sur YouTube, j'adore ce contenu. En fait, là, on crée une audience. Donc, on crée des gens qui suivent ce que je dis parce que c'est intéressant, mais en fait, ça pourrait être moi ou n'importe qui d'autre, ça pourrait être Jamie de Fred et Jamie, ça pourrait être... En vrai, le compte, il serait suivi. Et les femmes, plutôt, elles vont avoir plutôt l'approche inverse, parce que c'est aussi, on va dire, plus spontané chez elles. Elles vont être plutôt dans le partage de l'émotion, de l'expérience, de ce qui s'est passé. Donc là, elles vont créer une communauté plus facilement. Il n'empêche qu'il y a des hommes qui ont des communautés. Squeezie, très fort pour créer des communautés. En fait, dites-vous que nous sommes mortels, que ça va arriver très vite, plus vite que vous ne le pensez, et que en réalité, on a une chance sur cette terre. Si vous commencez à vous dire, ok, je suis pas intéressant, en fait, tout le monde se le dit. C'est-à-dire que même moi, à mon niveau, même Harmonie à son niveau, même Squeezie, qui s'est fait rattraper le pauvre par Thibaut, se le dit. En fait, on a toujours le syndrome de ne pas être une personne ressource, de ne pas être suffisamment parce que, en fonction de, par rapport à... Mais ce qui est dingue, c'est qu'on est toujours la personne ressource de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre à quelqu'un. Et en surplus vient s'ajouter le syndrome de l'expert, celui que j'appelle le syndrome de l'expert, c'est souvent la personne qui se remet le plus en question est souvent en fait la personne la plus intéressante. C'est terrible parce que plus on sait qu'on ne sait pas. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les philosophes. La courbe de l'expertise, c'est clair. Donc forcément que les gens vont en se lançant, se dire mais je ne suis pas intéressant, mais clairement je me le dis tous les jours en fait, mais ça ne m'empêche pas. En fait, il y a une barrière à vraiment briser entre ce moment où vous vous dites ok, je ne suis pas intéressant, ou on va me juger, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou, et le moment où je crée des actions, je passe à l'action, peu importe, on verra. Et la barrière, vous pouvez simplement l'enlever à partir du moment où vous comprenez que vous êtes finalement votre partenaire numéro 1. Vous serez le seul dans le linceul à la fin. Vous n'avez pas 2, pas 3, pas 4, pas 5 chances. Vous en avez une en tout cas aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire.
vous avez une vie sur Terre. Et si votre projet, votre envie nécessite de poster sur les réseaux, intéressant ou non, pour que ça fonctionne, c'est qu'à un moment donné, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire pour vous. Et en plus, vous êtes à l'ère où tout le monde se filme. Ça y est, on n'est plus en 1984, là. On est en 2024, tout le monde poste sur les réseaux. Donc, et en plus, tout le monde s'affiche sur les réseaux, mais moi, la première. Je suis une affiche vivante. Donc, je pense qu'il faut vraiment déconstruire cette peur de... Ok, ça va impacter ma vie sur le long terme. Genre, mais non, en fait, les gens, ça y est, il y a tellement de mètres de contenu à regarder. Il y a plus de 90 mètres de contenu en moyenne regardés par le français moyen sur un feed. Je ne sais pas si tu imagines, 90 mètres, c'est énorme. Donc, énorme. En fait, en vrai, même si vous foutez un peu la honte, dans 24-48 heures, ce sera oublié. Et il y a un créateur de contenu qui l'avait démontré, qui s'appelle Charlie Head, je crois, qui parle justement du parallèle entre la peur de se lancer sur les réseaux et la personne qui se trouve dans une rame de métro. Tu sais, ces gars dans les rames de métro qui crient là, messieurs, dames, bonjour, etc., qui ont un message à faire passer. Et ben lui, il théorise ça en disant, en fait, à chaque fois que tu as ce gars là qui arrive dans le métro et qui crie dans le silence, en fait, c'est un silence, un brouhaha de métro, mais de silence, il y a deux réactions possibles et uniques qui se créent. Tu as soit le gars qui dit, waouh, j'aurais jamais eu l'audace de faire ça, tu vois. Ou tu as l'autre gars qui dit, ah putain, il se fout la honte, moi j'aurais jamais fait ça. Dans tous les cas, les gens parlent encore d'eux-mêmes. Donc franchement, à partir du moment où on comprend ça, mais on se lance, tu vois. C'est une évidence, quoi. Ça, je rebondis sur une citation que tu avais dit. Tu avais marqué les étiquettes qu'on m'a toujours collées. De mes 17 ans à mes 32 ans, j'ai toujours laissé parler les gens. En attendant, j'ai avancé. Et je trouve ça très fort. Et ça, c'est une problématique, tu vois, que rencontrent nos clients, qu'on accompagne. Puisque, en fait, comme on les fait percer relativement vite sur les réseaux sociaux, souvent, tu ramasses aussi pas mal de haters. Ce qui fait la viralité, de toute façon. Forcément, quand tu crées du contenu, dans tous les cas, tu as forcément des haters qui vont arriver. Enfin, peut-être je me trompe, mais je pense que moi, j'en ai très peu, mais oui. Okay. Très peu. Mais quand j'en ai, ils arrivent en maths. Ils sont là direct. Ouais. Et du coup, comment tu fais comment tu fais pour gérer ça? Surtout qu'au début, tu vois, de cette émission, tu as dit que tu étais quand même une éponge par rapport à tous ces éléments-là. Est-ce que tu arrives quand même à créer une barrière? Comment tu gères tes haters? Après, moi, je n'ai pas vraiment de contenu. Alors, peut-être que Enfin, c'est marrant parce que du coup, ça me fait faire une analyse de moi-même, ta question. Toujours le podcast, c'est ça qui est bien. Peut-être que mon contenu n'est peut-être pas suffisamment clivant pour m'apporter des... Enfin, tu vois, les plus gros haters que j'ai, moi, c'est Botox. Ouais, mais je suis au courant, je paye mes séances de Botox, tu vois. Vous ne m'apprenez rien, en fait, tu vois. Donc... j'ai beaucoup moins des critiques sur mon physique, ou le fait que je suis féminine, ou le fait que j'ai des prothèses mammaires. Donc en fait, c'est pas sur mon intégrité, parce que après quoi, les gens ils vont me reprocher de payer mes impôts en France, d'aimer les animaux, d'être toujours dans le partage, la générosité, d'être transparente, d'avoir mes entreprises qui ont pignon sur rue. En fait, c'est vrai que j'ai pas grand chose à part peut-être les gens ils peuvent critiquer sur le fait que je suis d'apparence superficielle, tu vois, c'est plutôt ça. Donc peut-être que mon contenu n'est pas assez clivant. Mais si je prenais je sais pas, parti politiquement, ou que je prenais parti sur des compétences spécifiques, et que je vois très bien les experts quand ils arrivent en fait dans des secteurs, tu as toujours le contre-expert qui dit bah non mais pas du tout en fait. Donc c'est vrai que moi j'ai pas trop ça, parce qu'en fait la plupart de mes concurrents ce sont mes potes, donc on se tire les uns les autres vers le haut. Je m'entends très bien avec Noscaf, avec Fiona Piccoli, avec Tony, avec Laurine, enfin tous les formateurs Instagram, réseaux sociaux, on est tous une team en fait, donc on s'aide beaucoup, et les rares qui essayent de nous démonter, c'est les gens qui ont le complexe de vouloir démonter pour réussir, donc ils ont rien compris quoi. Mais c'est vrai que oui, je pense que si j'avais vraiment des montagnes de haters, très certainement que ça m'impacterait. Et je me suis déjà posé cette question. D'ailleurs, je l'avais posée à Nina Ramen, qui est une très très grosse boss, une goat même sur LinkedIn, d'ailleurs LinkedIn Top Voice. Et Nina, elle m'avait dit, mais moi, Alice, tu sais ce que je fais moi avec les haters, mais je lis pas les commentaires en fait. Elle, carrément, elle a fait une... Direct. C'est même plus une distance, c'est une brisure, parce qu'elle sait qu'elle les continue parler, elle les laisse continuer parler, et elle sait que ça va lui ramener du business, donc en vrai, et je trouve que son approche elle est bien. Et sinon, moi le conseil que je dis à mes élèves, c'est que ok, c'est bien de faire marcher son business, c'est bien de gagner sa vie, mais il faut savoir où est notre propre limite. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt, par exemple, moi, très certainement que je ne fais pas du contenu clivant, parce que moi, ma vie me convient comme ça, mes business, ils marchent.
j'ai pas envie d'avoir plus d'abonnés, même en ce moment j'en supprime souvent. Ok. Je suis plutôt dans une phase de, tu vois, enfin, moi je peux encore sortir dans la rue, faire mes courses, j'ai trop de chance, tu vois, donc j'ai pas envie d'arriver au step supérieur où tu as de la célébrité ou de la notoriété. Moi je suis un peu connue, mais comme tu connais le bar de ton village, tu vois ce que je veux dire. Ben moi c'est pareil, je suis le bar de votre village, les gars. Et je pense qu'il faut pas tout donner pour gagner sa vie ou avoir de la visibilité. Donc si vous n'êtes pas OK, bah, vous bloquez, vous supprimez en fait. Vous êtes encore le maître de votre réseau social. Donc si vous n'êtes pas OK ou ça vous fait du mal, cette réaction ou ce commentaire, puis qui va peut-être induire d'autres commentaires, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être d'accord avec ce commentaire-là qui vous fait extrêmement mal, bah ça dégage en fait. Pourquoi elle existe l'option bloquer, supprimer? C'est que c'est légal. Enfin, dégager les trucs toxiques, quoi. Moi, franchement, c'est rare, mais quand la dernière fois, j'ai eu un hater sur LinkedIn, mon premier, qui me dit « Ah, mais c'est quoi ce contenu moi, vous parlez de quoi d'autre ?» Et je lui ai répondu « Toi. » Et en fait, le mec est tellement... En fait, j'ai analysé son process, je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui l'a dérangé chez moi ?» pour qu'il me laisse un commentaire. Bah, en fait, très certainement, il a vu mon évolution sur LinkedIn, qui est quand même sympa. Il a dû voir que je suis d'une autre génération que lui, donc peut-être est-ce que je vais lui piquer des parts de marché parce que j'ai vu qu'il était coach. Et après, je me suis dit pourquoi ça le dérange qu'on soit dans le moi, alors que si lui-même était un bon coach, il devrait comprendre que c'est une stratégie. Enfin, donc je me suis dit en fait, il est peut-être pas du tout bon dans son métier. Et finalement, en fait, j'ai titillé son problème. Et après, je me suis dit, est-ce que je continue dans la provoque avec lui? J'ai dit non, en fait, Alice, tu sais quoi, t'as pas de son temps, t'as pas son énergie et t'as pas à lui donner. Et donc, j'ai fait bloquer, supprimer. Et en fait, tu sais quoi, j'étais très bien avec mon bouton bloqué, tu vois. Direct. Moi, j'avoue que j'en ai sûrement pas encore assez, mais c'est vrai que comme je le vois vraiment, tu vois, comme un outil. Genre pour moi, un hater, c'est un outil de viralité, quoi. Je le vois vraiment comme ça, mais je te dis, je pense que j'en ai pas assez. Dès qu'il y a un commentaire comme ça, c'est-à-dire. Et juste pour qu'ils me mettent encore un ou deux commentaires dessus. Mais bon, voilà. Après, je pense que je prends pas mal de distance aussi avec ça. Ça me touche pas, tu vois, personnellement. Ouais. Si tu es dans un objectif d'audience, le hater, c'est le top. Parce que tu veux une audience, tu veux un audimat. Mais si tu es dans un objectif, moi à la base, les réseaux, c'était vraiment pour me connecter, voir les gens en vrai. Moi, je les fais venir chez moi, mes élèves, dans ma maison. Donc, je veux pas créer un élan de haine à mon sujet parce que moi, à la base, ce qui me passionne, c'est de pouvoir continuer ad vitam aeternam à faire mon métier. Être connu, ça m'intéresse moins. Je l'ai fait pour pouvoir faire mon métier, mais voilà. Mais si j'avais voulu une audience, faire un peu comme il fait Jérém Star, ça me dira au contraire. Moi, les haters, c'est hyper important, mais moi, c'est vraiment moi sur mes réseaux. Donc, d'où le fait sans être forcément, tu vois, de chercher le clivant, chercher justement le haters, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand ça arrive, tu fais c'est rigolo, quoi. Tu vois, mais quand c'est gérable, ça va. Ça dépend jusqu'à où est la limite. Moi, je connais des gens pour qui vraiment c'est violent. Tu sais, je suis très pote avec des gens qui ont fait de la télé-réalité et tout ça, donc là, t'as plus la même vision des haters. Ouais, c'est clair. T'as des menaces de mort dans ta boîte aux lettres. C'est ce que j'allais dire, t'as des versions beaucoup plus hardcore. Dans ces moments-là, tu dis, ok, je voudrais que ça n'existe plus, les haters. Donc, faut pas que ça arrive. Si ça fait un peu de visibilité, que ça te fait. Voilà, et que c'est un truc comme ça, c'est ok. Mais quand ça commence à toucher à ta dignité en tant qu'humain, et plus créateur de contenu, là, c'est grave. Ouais, c'est clair. Voilà. Écoute, tu fais là encore une belle transition, puisque tu as parlé de rémunération. Est-ce que je te laisse tenter quand même d'attraper ce dernier petit canard ou pas? Ah merde, je suis en train d'attraper l'étagère. Je me suis trompée. Ah oui, attends, toi, t'as pas le time, tu veux en prendre trop d'un coup. Attends. Si, Jean-Guy. Comment t'as fait pour deviner le prénom de ce canard? Bah écoute, je trouve qu'il le porte sur lui. Eh ben, tu sais quoi, je pense que ce sera son nom ad vitam aeternam. Jean-Guy. Jean-Guy. Je vous présente présente donc et regarde. Jean-Guy. Et il est vert comme le Guy. Hop. Pas mal. Bisous, Taya. Elle est tellement sage, ma chienne. On ne l'entend pas. Du coup, j'ai pas trop de suspense sur celui-là. Numéro 7. Non, ok, j'en avais un au cas où. Écoute, moi, ce qui m'intéresse maintenant, parce que je te l'ai dit, c'est... on est sur une émission qui parle de création d'audience, qui parle de personal branding, qui parle de réseaux sociaux, on en a déjà bien parlé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le volet entrepreneurial, c'est-à-dire le volet business derrière ça. Et aujourd'hui, tu vois, tu as différentes activités. Ouais. C'est quoi le lien entre ta création de contenu et tes business? Comment ça s'articule? Est-ce que c'est comme tu l'avais dit au tout début, c'est-à-dire que ça te donne de la visibilité que tu vas essayer après de convertir et transformer pour tes offres? Est-ce que ça t'a donné des opportunités, tu vois, pour aller avoir des contrats, des conférences ou autres? Est-ce que tu fais de l'influence et donc tu vois, tu es payé directement pour de la visibilité auprès de tes trucs? Comment, toi, aujourd'hui,
tu gères cette partie vraiment business de monétisation de cette audience. Est-ce que, d'ailleurs, ça peut aussi, tu ne monétises pas du tout cette audience? Alors, en fait, je la monétise pas du tout directement. C'est-à-dire, peut-être j'ai dû avoir des revenus sur le compte de Taya à l'époque quand la bêta de TikTok ça marchait super bien. Je fais très peu de collabs, déjà, il faut le savoir. Okay. Et il est rare où j'accepte de faire une collab, c'est parce que j'en ai le besoin dans la vie de tous les jours. Okay. Parce que, alors j'en ai fait, hein. Par le passé, j'ai fait beaucoup de collabs. Très rapidement, je me suis rendu compte de la folie. Même le côté complètement inhumain, parce que je recevais trop de vêtements, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de créer la folie Shein, Pretty, enfin, ça va pas du tout, tu vois. Et aujourd'hui, alors, j'ai un très gros dressing, mais en fait, je ne fais jamais de shopping. Parce qu'en fait, je tourne avec les vêtements que j'ai. Et ça y est, si vous voulez voir le dressing, il y a un Reels qui le montre, très sympa. Mais en fait, je déteste les trucs de filles. Déjà, le shopping, tout ça, ça me saoule. Et en fait, je me suis rendu compte du côté extrêmement perverse très, très tôt de l'influence. Donc, j'ai très rapidement arrêté. Par ailleurs, les deux autres points que tu as dit, c'est complètement ça. C'est-à-dire que donc moi, je suis social media manager pour des grands groupes, déjà à la base. Donc, en fait, tout simplement, là, pour te donner un exemple, on a parlé de Partouche tout à l'heure. Donc, je gère 40 casinos, donc 40 services marketing. Okay. Et toujours, je dois leur dire les tendances du moment et tout. Donc, en fait, être sur Instagram, pour moi, c'est scroller. C'est aussi savoir ce à quoi les préparer. Et concrètement, là, tes missions, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour eux, par exemple? Eh ben, je suis leur consultante quasiment H24. Je dois les former. Okay. Je dois les corriger. Je dois les surveiller. Les stories, les posts, est-ce que juridiquement c'est OK? Parce que donc, moi en plus je suis certifiée jeu responsable, donc je suis formée si tu veux à ce qu'en plus ça rentre dans les clous de la loi E20, la loi des jeux d'argent et de hasard. Donc j'ai un rôle qui est assez important parce que c'est notre vitrine. Sur les casinos, les réseaux sociaux. Et en plus, c'est un des moyens qui nous ramène le plus de flux. Donc, je vais avoir des rôles aussi. Je vais faire les séminaires avec eux. Okay. Je vais les mettre à jour. Je vais leur préparer. Là, on est en train de négo avec la responsable digitale qui s'appelle aussi Alice, qui, elle, est au siège. Moi, je suis volant. Et elle est au siège. On est en train de préparer, pourquoi pas, en interne, une formation en IA pour que ce soit à jour aussi. Okay. Voilà, je vais leur gérer aussi leur partenariat d'influence. Il y a pas mal de choses à faire. Okay, ouais. Sur 40 casinos, ça va. Et donc, eux, typiquement, le fait que je sois... tu pourrais te dire, pourquoi ils centralisent pas ça en interne? Moi-même, je me suis dit, un jour, ils vont me virer, tu vois. Et bon, ça fait quand même depuis maintenant 5 ans ou 6 ans, je sais plus, que je travaille pour eux. En fait, ils ont un intérêt à ce que, justement, je sois sur le terrain de l'influence, parce que je suis comme un cheval de Troie de ce qui se passe, en fait, sur le marché, tu vois, de l'influence ou de la création de contenu. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils me gardent. Après, s'ils veulent pas me garder, un jour, ils me garderont pas, mais jusqu'à présent. Et puis, moi, ça me passionne parce que, idem dans l'autre sens. Je te rappelle que j'étais donc, à la base, moi, je travaillais en agence de pub. J'aime quand même avoir un pied en entreprise, parce que tu apprends plein de choses aussi via l'entreprise, les process, quels outils de CRM, comment ça fonctionne, le leadership et tout. Et en fait, tu apprends énormément. Donc, je suis en fait entrepreneur, mais j'ai un de mes clients, par exemple, qui est Partouche, qui, lui, fonctionne vraiment avec tout un process de très grosses entreprises, avec plus de 3000 employés. Donc, j'ai quand même un pied dans ce monde-là. Et ça veut dire que demain, même si j'avais envie de me remettre salarié, c'est très facile pour moi de rentrer n'importe où, parce que je connais les process salariés. On a nos Teams privés, on a notre Ethernet, on a notre intranet, on a, tu vois. Donc, j'aime bien aussi avoir un pied là-dedans. C'est mon côté peut-être un peu papa, je t'écoute, tu vois. Je fais attention, je ne suis pas que 100% entrepreneur. Mais le deal avec eux, c'était que ils me donnaient l'autorisation d'être entrepreneur et d'avoir ma liberté à côté, tu vois. Et donc, oui, les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils m'ont repéré, Partouche. C'est le directeur qui m'a dit un jour, viens, en fait, et qui m'a proposé le job, tu vois. Donc, oui, les réseaux me servent clairement. Et alors, LinkedIn, n'en parlons pas. LinkedIn, depuis que j'y suis sous les conseils de Laurine, que tu recevras bientôt. Tu vois, j'y allais de temps en temps, mais j'avais pas saisi la mesure du truc. Là, je m'y suis mis vraiment au sérieux il y a même pas 6 mois, tu vois. Okay. Mais incroyable. C'est fort. Ma vie a changé. C'est fort. Genre, je sais pas, maintenant je travaille pour... je fais des conférences pour la CCI, je fais des conférences avec David Laroche, Christopher Van Gogh et tout. J'aurais jamais eu ça avec mes petits reels marrants d'Instagram. Donc Instagram, c'est super parce que tu te rapproches de ton public, mais LinkedIn, tu te rapproches de tes collaborateurs. Et ça te donne une certaine légitimité, surtout Instagram. Instagram, c'est le tampon aussi qui dit
Regardez, je gère une audience, une communauté, quoi. Et puis Insta, en vrai, mais même si ça m'apportait mais rien, c'est ma passion. Ça pourrait m'apporter même... Ouais, ça te ferait 0 aujourd'hui, tu continuerais de Mais faire bien des sûr, reels, c'est mon mode de vie, genre j'aime ça quoi. C'est voilà. Et TikTok, c'est plus vraiment parce que en fait j'ai un gros problème, c'est que de temps en temps il faut que je me calme parce que je suis complètement folle. Typiquement là je fais un peu attention parce que sinon je vais faire des blagues de Toto en permanence. Mais TikTok c'est ma pulsion quoi. C'est ma pulsion de conneries, c'est sur TikTok et pire sur celui de Taya, tu vois. Donc là je peux sortir toutes les folies que j'ai dans mon cerveau. Tes vidéos, tu les partages pas en short sur YouTube. YouTube, t'as fait passage plutôt des clips musicaux. Ouais, mais en fait YouTube, j'ai une vision très... alors je suis peut-être un peu extrémiste. Pour moi, c'est les goats qui sont sur YouTube. C'est les géants. Pour moi, c'est soit t'es Thibaut InShape, soit tu vas pas. Enfin, c'est soit tu... Et pour moi, c'est un vrai travail à temps plein. C'est-à-dire que si tu vas, tu sais les moyens que tu vas y mettre. Parce que maintenant... pour moi c'est plus un réseau social YouTube, c'est vraiment un média, enfin c'est un média, c'est pas les mêmes moyens et je pense que si un jour j'y allais là vraiment je mettrais du 20-30 000 euros par mois de matos, de scripteurs, c'est une équipe quoi, c'est une télé en fait, tu vois, donc j'en ai complètement conscience. Alors j'ai des choses sur YouTube, là on a lancé un talk show avec Ariane dessus, où là on a mis les moyens, où j'ai produit avec les moyens, mais pour moi ouais YouTube si t'y vas t'es vraiment... tu vois. Et bon, c'est complètement faux ce que je dis parce que j'ai des copines qui font des shorts au même titre que des reels et des TikTok sur YouTube et qui cartonnent. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas de cette manière-là que j'aimerais arriver sur YouTube, tu vois. Voilà. Toi, tu verrais vraiment format émission ou... Ouais, ou en tout cas format... Parce que t'as fait... Enfin, je veux dire, t'as quand même fait des... Alors, dans un complètement autre registre, mais t'as quand même fait des vidéos YouTube à plus d'1 million de vues oui, mais il y avait les moyens. Sur des clips J'ai mis musicaux. 250 000 euros dans la musique. Donc, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est tu mets les moyens ou tu les mets pas, quoi. Et je précise pour moi, venez pas m'insulter sur la vidéo. Ça veut pas dire que ce que vous faites n'est pas bien. C'est pour moi. En fait, j'ai tellement de temps à donner déjà à mes Reels, à mon LinkedIn, aux différents TikTok que je gère, parce que en fait, en tout et pour tout, dans toutes les audiences que je gère, j'ai 1 million d'abonnés, parce que je gère aussi l'audience de VTT de mon chéri, il fait rien, c'est moi qui fais. Je gère mon chien, je gère mes comptes agences, je gère vous médias qu'on a lancé avec Ariane. En fait, il y a trop de choses dans mon cerveau. Et je crois que YouTube, c'est pas encore dans ma tête, c'est pas, je sais pas comment te dire, parce qu'à la base, je voulais pas être influenceuse, je le rappelle. Moi, je cherchais des canaux d'acquisition pour mon business. Bon, je me suis fait prendre au jeu parce que j'aime Instagram. Instagram, c'est ma passion. Mais d'ailleurs, Squeezie est pas très bon sur Instagram. Tu vois, Squeezie, il est youtubeur. C'est clair. Je crois qu'on a son... Ouais, sa zone de génie. Voilà. Après, il y a une tendance aussi qui est quand même qui est émergente, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est que les podcasts, ça devient le podcast vidéo. Tu le mets sur YouTube et en fait, tu découpes des extraits courts. Tu vois, depuis tout à l'heure, quand tu balances des informations ultra qualitatives. Moi, je suis là, je vois des reels, tu vois, qui sont en train de partir. Moi-même, je vois mes reels depuis tout à l'heure. Tu vois tes reels, ça rebondit dans les yeux. Ouais, les lentilles, elles doivent être hyper efficaces. Mais ouais, non, clairement, tu vois. Et c'est des contenus qui, après, qui vont être sur YouTube Short, qui vont être sur Insta, sur TikTok. Oui. Parce qu'en fait, ce format s'y prête aussi. Et je pense que c'est une nouvelle... Enfin, c'est pas je pense, les chiffres y sont. Il y a plus de 100 000 créateurs, une augmentation de 20% par an sur la création de podcasts vidéo. Donc, c'est aussi pour ça, tu vois, qu'on a lancé ça. Mais c'est un modèle où on est en train aussi de peut-être décloisonner un petit peu, tu vois, ce que tu disais de... Il y a les YouTube, il y a les Insta. En fait, plus de les formats longs. Je les fais sous format d'émission, comme on est en train de le faire. Et ensuite, je vais mettre mes petits reels, mes petites vidéos qui sont là pour faire de l'acquisition sur mes formats longs, sur de l'Instagram, sur du TikTok, sur même du LinkedIn, quoi. Mais en tout cas, quand j'ai des beaux formats, ça m'est déjà arrivé de mettre des shorts comme ça. Quand j'ai des beaux formats, justement en podcast, ça me dérange pas de les mettre sur shorts. Mais vraiment, les conneries que je fais sur TikTok, j'assume pas du tout de les mettre sur YouTube. Par contre, vous pouvez vraiment aller me juger sur TikTok. Vraiment. Et si vous remontez, oula. Il y a des dossiers. Je me lâche. Trop bien. Écoute, tu m'as parlé de Partouche, donc sur le côté un peu coach, consultant, enfin plutôt consultant que sur ce volet-là. Tu as parlé de conférences, tu as aussi d'autres activités. Ouais, je suis chroniqueuse à la télé. Tu es chroniqueuse à la télé. Est-ce qu'il y a eu un lien par rapport aux réseaux sociaux ? Totalement. Et du coup, comment ça s'est passé ? Et surtout, après, il y a un autre volet économique, puisque on est toujours sur la partie monétisation. Cette audience, tu as dit que tu la monétisais pas directement, mais tu as quand même une formation. Donc, est-ce qu'il y a un lien, tu vois, entre les deux ? Et comment tu le vois, tu vois, pour toi ? Déjà, la chronique, en gros, c'est une de mes élèves, Zoé,
qui a commencé à être repérée par France 3, qui a fini chroniqueuse, qui a parlé de moi. Et en fait, j'ai eu ma chronique où je forme les gens au digital sur France 3. Donc, c'est clairement lié, en fait. Et la formation, c'est quand même mon cœur d'activité. Enfin, c'est le plus gros de mon chiffre d'affaires. Alors, comment c'est né, la formation? Donc, moi, c'est pas né parce que tout le monde faisait des formations. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, moi, j'avais une structure avec une associée. On s'est séparés de l'association. Et comme c'est moi qui ai voulu partir, il y avait un contrat de confidentialité. Okay. Donc, en fait, pendant X temps, je n'avais pas le droit de faire, en fait, à la base, mon métier. C'est-à-dire qu'elle, c'était une ancienne mannequin. Et moi, j'étais dans la com. Mais comme elle conservait l'entreprise, moi, je n'avais pas le droit, du coup, de faire mon métier, en fait. Donc, mon mentor, à l'époque, me dit Alice, je voulais que tu prennes ma fille en stage. Et en fait, il est venu avec moi. Donc, mon mentor, pour que tu visualises, c'est Fabien Prêtre, c'est l'ancien PDG de Easy Flyer. Il a revendu 54 millions à Vistaprint. Ok, d'accord. Donc c'est un goat un peu, tu vois. Et en fait, il y connaît vraiment rien en business, quoi. Enfin, ouais, non, rien. Et non, mais ce qui est trop drôle, c'est qu'en regardant mes stories sur Insta, il adorait suivre mes stories, il aimait trop mon personnage et tout. Et donc il m'a présenté sa fille et il a débarqué au stage avec. Énorme. Et donc je forme sa fille au réseau et il dit mais Alice, c'est de l'or en barre ce que tu apprends à ma fille. Mais pourquoi tu fais que des formations? Parce que moi, je donnais des petites formations dans les French Tech et tout, mais je l'avais pas numérisé, quoi. Et ça tombe à peu près au même moment que le Covid, tu vois. Et là, donc, j'ai cette cessation de fermeture, je rends les parts de mon entreprise à mon associé. J'ai mon mentor qui me dit ça, et j'ai le Covid. Donc, je dis, ok, je vais filmer mes formations. Là, ça commence à exploser. Je vais former plein de gens, mais plein de gens aujourd'hui qui sont des créateurs de contenu, ne serait-ce qu'à Montpellier. Que très certainement, en fait, si je te les montrais sur les réseaux, tu vas dire, ah, mais d'accord, en fait, c'est ton élève, tu vois. Et ça va plus s'arrêter que Insta. Parce qu'au début, ça va être Insta. Puis, en fait, après, je vais donner en fait, des indices sur e-réputation, puis en fait, newsletter, puis en fait, plein d'outils annexes, jusqu'à ce qu'en fait, je me rende compte que dans les formations, tout le monde t'apprend des outils et des techniques, mais en fait, c'est pas ça qui te fait réussir, réellement. C'est l'intelligence relationnelle. Donc, je vais jusqu'à amener les gens... Tu as plein de gens qui vont t'apprendre des tutoriels de comment maîtriser cette caméra et tout. Si tu n'as pas l'intelligence relationnelle, mais même si tu sais gérer un algorithme et tout ça, il va te manquer ce petit... pour passer au-dessus, tu vois. Et c'est pas moi qui ai dit j'ai de l'intelligence relationnelle, c'est à chaque fois les gens me disaient mais Alice, comment t'as fait pour être pote avec lui ou elle, et pourquoi t'es là, et pourquoi t'es au courant qu'il y a ça, et moi-même je me disais mais c'est vrai ça, tu vois. Et donc j'ai commencé à créer une sorte de méthode. Enfin, je suis revenue dans mon récit à l'envers et je me suis dit mais en fait c'est vrai que j'avais mis une graine là, cette graine elle a germé dans la tête de ce machin qui a présenté machin, et ce qui fait qu'à chaque fois il se passe des dingueries dans ma vie, tu vois. Ouf. Voilà, et donc voilà, j'ai créé cette méthode. Et du coup, le lien entre monétisation entre les deux. Parce que Insta amène des gens sur mes Reels. Ils s'attachent au personnage, à mon chien, à mon histoire, à mon storytelling. Ces gens souvent me posent des questions, surtout que je crée des automatisations ManyChat. Je vais souvent créer aussi des conférences, des lives, gratuits, avec de la ressource gratuite pour qu'ils puissent... Parce que moi, c'est important pour moi que les gens puissent énormément... découvrir ce que je fais avant même de parler de paiement et tout. Je m'en fous. Enfin, maintenant, je gagne bien ma vie et tout. Je suis pas prête à tout pour manger l'argent des gens. C'est pour ça que j'avais du mal avec la collaboration où tu étais payé pour un produit de merde. Enfin, voilà. Et donc, je fais j'utilise beaucoup le neuromarketing où je leur donne un max de choses en gratuité, où ils ont le choix, où ils ont le temps de réfléchir et tout ça. Et où ils ont tous mes programmes, InstaPro, le programme Mentorat, où on accompagne les gens à créer leurs écosystèmes de formation. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, Insta qui leur montre un peu qui je suis, mais réellement dans la façon la plus sincère que j'ai d'être moi, c'est-à-dire le côté pédagogique, le côté folie, le côté inspirationnel, le côté rigolo, le côté même rêve, parce que typiquement ma maison, c'est une preuve tangible en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Non mais moi j'ai tout réussi, mais mec, t'es toujours dans un studio. » Ok, tu fais quoi en privé? Genre, en fait, tu t'inventes une image. Moi, ma maison, je l'ai achetée sans crédit. Je l'ai rénovée sans crédit. Tout ça, c'est de la trésor que j'avais créée dans ma tête, dans mon cœur, tu vois. J'ai pas eu besoin d'un banquier. Donc, qui fait ça aujourd'hui à mon âge, à 30 ans, à une maison de 300 mètres carrés, sans crédit?
Tu vois, C'est clair. personne. Donc je leur ai dit, et c'est pas pour dire oui, moi j'ai fait ci, soit ça, c'est que je te montre par preuve tangible que oui, ce que je te dis, le marketing digital, ça peut te ramener clairement des leviers de rémunération. Ouais. Et je t'apprends à le faire. Et je te dis pas que tu vas réussir à 100%, puisque ça, j'en sais rien. Moi, il y a plein de fois où je me suis cassé la gueule. D'ailleurs, je raconte aussi dans mon livre, toutes les fois où je me suis fait arnaquer, je me suis fait arnaquer plus de 576 000 € dans ma vie, ce qui est quand même un sacré montant. Mais de l'autre côté, ça montre que déjà, je suis pas infaillible, que oui, j'ai clairement des défauts, comme celui de ne pas voir quand on essaie de m'arnaquer. Mais j'ai la qualité de savoir rebondir face à, et donc, je te donne des clés suffisamment claires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans mes liens sur Instagram, il y a tout qui est offert. Il y a ma formation Instagram offerte. Il y a mon coaching stratégique téléphonique offert en direct avec mon équipe. Tout ça est offert parce que je veux que la personne, moi, je veux surtout pas mettre le couteau sous la gorge à la personne. Sinon, si j'étais comme ça, je ferais partie aussi des entrepreneurs qui sont déjà à l'étranger, qui cotisent pas ici et qui quand même vendent à des gens qui, eux, cotisent ici, tu vois. Moi, j'ai rien contre ça. J'ai plein d'amis qui sont à l'étranger, mais je trouve que la cohérence est bizarre, tu vois. Donc moi, si je parle d'authenticité toute la journée et que je suis pas là et que je paye pas mes impôts en France, je suis mytho. Enfin, tu vois, je suis obligée d'habiter en France et de payer mes charges en France, mes impôts en France, d'avoir mes structures en France pour être cohérente quand je dis que je suis authentique. Enfin, ouais, je comprends. Voilà. C'est évident. Et donc, le levier, la cohérence, elle est clairement là. Je crée de la visibilité avec mes Reels. Les gens s'attachent ou non à moi. Parfois, il y a des Reels qui sont stratégiquement conçus pour créer une automatisation ManyChat qui amène dans un tunnel ou dans un atelier offert ou dans peu importe. Et après, c'est mon équipe qui gère. C'est plus moi. Trop forte. Écoute, tu viens de me mettre ma dernière question que j'avais à te donner. Donc là, tu vois, j'ai la question, la suivante, c'est réglé. Bon, voilà, nickel. Concrètement, donc là, tu vois, tu nous as dit pour monétiser tout ce contenu, tu as quand même créé tout un écosystème derrière aussi, c'est-à-dire que tu as des tunnels de vente, tu as une newsletter, tu as une formation, donc ça, c'est tout le volet, je dirais un peu monétisation de ton audience directe. Tu as dit que l'influence, t'en faisais pas. J'en fais très peu. Là, j'en ai fait pour ma maison parce que je voulais un truc spécifique, donc j'ai demandé ce truc spécifique, mais sinon, non. Ouais, ok. Ouais, puis c'est beau ce que ça. Le rendu est très chouette en vrai. Franchement, moi qui viens d'acheter un appart aussi. C'est moi l'archi d'intérieur de tout. Balèze. Tout. Il n'y a personne balèze. Qui m'a aidé, c'est moi qui ai tout fait dans ma tête. Franchement. T'as vu, je suis bordélique, mais t'as vu, tu vois ma maison, tu vois mon cerveau. Franchement, balèze. Honnêtement, allez voir, parce que moi, je t'avoue, je vais prendre quelques petites tips. Je suis en train de rénover aussi un appart. Ah, mais tu m'appelles, j'adore la déco. Mais alors. Très très chouette. Écoute, ça fait. Là, on a quand même bien avancé. Est-ce que tu as quelque chose que je t'ai pas posé comme question et que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui? Il y en a plein. Où est-ce qu'on peut trouver mon livre? Du coup, est-ce qu'on peut trouver ton livre? Partout. C'est pas compliqué. Cultura, la Fnac, Amazon. Et ça sort le 12 septembre. Ok. Je sais pas quand sortira cet épisode, mais je pense que ça déjà sorti. Soit il sera en sortie, soit de toute façon on mettra le lien directement en bas de la vidéo pour que les personnes puissent le trouver. Tu veux nous parler quand même un petit coup quand même de ton livre, nous dire concrètement ce que c'est, parce que il s'appelle Solide, si je dis pas de bêtises. Ça parle de quoi? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est dans mon livre, c'est moins positif que dans ce podcast. Pour être cette personne avec beaucoup de joie, un peu bout en train et plein d'énergie, il a fallu que j'ai quelques petites épreuves dans ma vie qui m'ont finalement, par la force des choses, transformée en cette personne-là. Donc moi, je suis née malvoyante de l'œil gauche. Donc là, depuis tout à l'heure, je te regarde avec mon œil droit. J'ai eu une ribambelle de petites problématiques qui ne sont pas des problématiques plus grosses que d'autres gens, mais en tout cas, je me suis permise de prendre le temps de les analyser grâce à ma maman psy et de comprendre comment ça avait été des leviers, des cadeaux. D'ailleurs, c'est le sous-titre de mon livre, c'est transformer vos épreuves en cadeaux pour la suite. Et donc, il y a 8 grands thèmes, on va dire, dans mon livre. Il y a évidemment le trauma, la différence, en fait, quand tu es petit, mais je parle de mon handicap invisible, mais en fait, t'as des enfants en surpoids, t'as des enfants roux, t'as des enfants avec des lunettes, t'as des enfants qui n'ont pas la même couleur de peau, et on va subir toute une multitude de blessures narcissiques pendant l'enfance qui vont nous suivre en fait, et qui vont même nous suivre quand on dit je vais pas faire un reel et qu'est-ce qu'on va penser de moi. C'est ça en fait les gars, on parle de cette blessure là. Ensuite je vais parler de la tempête adolescente qui est encore pire, autant pour les garçons que pour les femmes, mais les garçons c'est plus en silence. Et après je vais parler des relations toxiques, et dans le travail, et dans l'amour, et dans l'amitié. Après, je vais parler dans le 4e chapitre des arnaques, quand on perd beaucoup d'argent et comment on se relève après ça. Et
À l'inverse, dans un autre chapitre, je vais parler de comment on refait beaucoup d'argent et c'est quoi la mentalité à obtenir, tu vois, avec tout ce bagage on se trimballe sur les épaules et on se dit on n'est pas capable de créer cette énergie de l'argent, alors que franchement, l'argent, ça vient, ça part, c'est assez magique. Une fois qu'on a compris le principe et le process et qu'on accepte d'en recevoir, parce que c'est quelque chose aussi, ça. Et puis après, je parle aussi du deuil. Et notamment du deuil animal, parce qu'il y a 2 ouvrages en France seulement qui parlent du deuil animal, et je comprends pas ce concept, alors que... Enfin, en fait, les psychiatres expliquent qu'en termes de stress, le plus gros stress que tu peux vivre dans une vie, c'est perdre ton enfant, puis après perdre ton parent, puis après perdre ton animal. Donc, ou ton frère et ta sœur. Donc ça veut dire que on a clairement minimisé un truc qui représente quand même 30 millions de la population actuellement, tu vois. Et encore, je suis gentille, je parle que des chats et des chiens, mais il y a aussi des poissons rouges et des cochons d'Inde. Mais pour l'avoir vécu, en fait, mon ancien chihuahua s'est fait écraser devant chez moi. J'ai tout analysé mon process de deuil. C'est-à-dire la grosse colère, quand je suis partie dans l'hystérie, puis après la rancune, puis après la culpabilité. Et en fait, j'ai tout analysé. Ça a été assez rapide, ça a duré 1 an et demi. Tu as des deuils qui sont beaucoup plus longs. Et je me suis dit, waouh, en fait, tout ce que j'apprends grâce à ce processus de deuil est en train de m'ouvrir les portes d'une autre sagesse, en fait, que je n'avais pas avant. Et je suis en train de découvrir qu'en fait, je suis capable de tout surmonter. Tout. Et nous sommes tous capables de tout surmonter, sinon l'humanité n'existerait plus depuis si longtemps. On est en fait conditionnés. On est sur Terre pour vivre des épreuves. C'est-à-dire que sinon, c'est pas la vie. Parce que dans la vie, il y a la mort, dans la vie, il y a la perte des proches, dans la vie, il y a tellement de choses terribles. Il y aura la maladie, il y aura les arnaques, il y aura la perte peut-être d'une maison dans un incendie, que sais-je. Mais en fait, on est fait, on est construit pour pouvoir passer outre ça. Et donc, tout va être, un peu comme les stoïciens le disent, une façon de comment on va appréhender la douleur ou comment on va la laisser glisser. Parfois, on va l'accepter. Enfin, je suis pas contre le fait de l'accepter, mais ça va être un timing. Ok, il va y avoir plusieurs phases dans la montagne russe, tu vois. Et comment moi, je vais apprendre à être un petit chariot de montagne russe, tu vois. Et l'idée, c'est ça. Et donc, ce livre, il a été super pour moi, parce que ça a été un exercice. Et j'ai fait intervenir, du coup, mon mentor dedans, Audrey Tcherkov, qui est une de mes clientes qui travaille pour BFM Business, qui est quand même une des femmes Forbes Under 40. Il y a aussi Nadia, qui a perdu ses 2 filles dans un accident de voiture, qui aujourd'hui est incroyable. La nana te parle de ça avec un sourire et une résilience de ouf. Bref, j'ai ramené des personnes qui ont changé ma vision à un moment donné. Et je pense que ce livre, et franchement là, c'est pas parce que c'est mon livre, ce livre fait du bien en fait. Même mon éditrice qui envoie 50 000 toute l'année, elle m'a dit franchement il est stylé ton livre. Et là quand elle m'a dit ça, j'ai dit allez, je te crois. Genre. Et j'avais du mal au début à l'accepter, mais ouais, je pense ce sera pas le dernier Harmonie Albertini, ce ne sera pas. D'ailleurs, Harmonie, elle est dans mon livre aussi. Ok. Voilà, non, mais c'est un livre vraiment. Il y a des exercices, il y a des défis en story. Enfin, donc, il est interactif aussi. Je mets du réel dans le virtuel. Enfin, en fait, il est logique, quoi, par rapport à qui je suis. Voilà. J'ai vu le concept, franchement, ça a l'air ouf. Là, avec les défis story, etc. Très voilà. chouette. Et ça se voit, comme t'en parles, qu'il y a de l'émotion et que c'est basé sur. Je parle du privé aussi, beaucoup. Alors, beaucoup. Très chouette. Bah, écoute, est-ce que tu as une dernière un petit message, quelque chose à passer? Puisque tu vois, là, c'est... Ah, j'aime bien cette petite tradition quand même. Je vais la donner juste avant de te laisser les derniers mots. Ça va faire pas mal de temps qu'on discute ensemble. On va voir qui a tenu jusqu'ici. Donc moi, j'aime bien te demander, c'est quoi l'emoji que t'aimes bien pour que tu vois, les personnes qui sont venues jusqu'ici, soit le mettre directement en commentaire dans la vidéo, soit qu'ils te l'envoient directement, tu vois, sur Instagram ou quoi. On verra du coup qui est venu jusque-là. C'est terrible. Mon emoji préféré, c'est l'emoji caca. C'est la petite crotte. Ouais, non mais il est trop mignon. Mais là le truc c'est que vous allez mettre des cacas sur la vidéo YouTube, les gens ils vont croire que la vidéo, vous allez faire un biais cognitif, les gens ils vont croire que c'est de la merde la vidéo. Donc mettez genre en mode ouais trop bien et je pose ton emoji caca, mais mettez pas l'emoji caca tout seul parce que les gens ils vous disent ouais c'est de la merde cette vidéo. Mais vous trouvez pas que c'est le plus mignon de tous les emojis? Il est pas mal. Je suis pas scatophile hein, mais on dirait une petite glace au chocolat, genre il est trop mignon. Et tu vois le caca c'est typiquement une personne qui a une enveloppe qu'on juge, tu vois, au premier abord, alors que quand tu le regardes au fond, ce petit emoji crotte, genre, droit dans les yeux comme ça. Mais t'as envie d'être son pote, c'est trop. Emoji crotte. Et juste après cet emoji crotte, donc n'hésitez pas à lui envoyer aussi sur Instagram, donc tu vas recevoir une déferlante d'emojis en commentaire. Je suis pressé de voir ça. Et écoute, je te laisse un petit mot pour finir, c'est voilà, le petit champ libre, tu peux dire ce que tu veux, un petit message que tu as envie de faire passer pour terminer cette émission.
Alors, je voulais vous dire que peu importe la décision que vous prendrez cette année, qui est peut-être de vous montrer sur les réseaux ou de vous mettre plus en avant, ou peut-être dire à cette personne dans votre famille qui a toujours été toxique, etc., ces cas de vérité, bon, soyez toujours vous-même dans vos choix, c'est-à-dire à travers vos valeurs, à travers ce que vous incarnez, et changez pas pour les autres. Et je crois que soyez fou, soyez vous, ce sera le mot de la fin. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ça. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Génial. Et pour Taya aussi, regarde, ça y est, elle sort de sa sieste, elle a compris que c'est la fin. C'était nickel. Franchement, mais quel timing. T'as de l'expérience aussi. Mais elle non, est trop Taya forte. C'est balèze. C'est la meilleure. Bah, merci en tout cas. Merci C'était à top. toi. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.